Bonjour les amis, bonjour et re-bienvenue dans l'After Lutèce. Enfin, l'After Lutèce revient après tant d'années, de siècles d'absence évidemment. Hein, les petits malins qui en veulent toujours trop, toujours plus. Ils attendaient que ça. Et ben c'est mon petit cadeau de Noël ou en tout cas des fêtes de fin d'année parce qu'on est après Noël maintenant. J'ai enfin pu sortir cette vidéo, je suis très heureux. Ça y est, on va parler évidemment de l'ensemble du premier tiers de la saison 2024-2025. Il s'est passé énormément de choses. Je vais revenir dans cette vidéo sur la fin du premier tiers, les deux dernières journées, 4 et 5, même si on est déjà à la huitième. C'est pas grave qu'elle se tienne. On fait évidemment dans cette émission le retour sur l'ensemble du début de championnat, on verra tout. Donc bienvenue encore une fois dans l'After Lutèce, hein, la seule émission qui dit tout. Ce que vous pensez tout, bah, bande de petits coquins. Naturellement. Alors, bon, il y avait des petits malins, hein. Il y avait des petits malins qui disaient que je la sortirais jamais cette émission, hein. N'est-ce pas les petits yaouches qui disaient que tout ce que je pouvais donner, moi, c'était les résultats du gagnant du loto de septembre. Eh ben, vous savez quoi, je peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. Voilà les résultats. Je vous laisse regarder. Peut-être que parmi nos chers lutétiens se trouve un vainqueur. Regardez bien, je crois qu'on a 6 mois pour récupérer le lot. Donc, si jamais en septembre vous avez joué ces numéros-là, dépêchez, et que vous n'avez pas récupéré la mise, dépêchez-vous les petits coquins. Dépêchez-vous. Alors, ça vous embauche un coin, hein, ça vous embouche un coin, les gars, hein. Vous pensiez pas que j'étais moi capable de donner les résultats du loto? Eh ben, je les donne comme ça, moi, je suis un prince, voilà, je donne. Bon, j'arrête les conneries. Alors, le sommaire de l'émission d'aujourd'hui, naturellement, comme je disais, on va faire un bilan sur le premier tiers de la saison, mais on va d'abord commencer par regarder les journées 4 et 5 rapidement. Ce qui s'est passé sur les journées 4 et 5, et je vais surtout comparer les deux journées écoulées aux 3 premières journées. Vous allez voir, il y a un écart assez grand entre le tout début du championnat et la fin du premier tiers. Ensuite, on reviendra sur le stade général global du premier tiers de la saison. Je regarderai aussi, j'analyserai aussi roster par roster comment sont sorties les différentes équipes. Et on fera un tour du côté du meilleur chasseur, parce que là aussi, il y a énormément de choses à dire, avec un super prétendant qui, ça y est, qui dégomme tout sur son passage, hein. On sait de qui on parle maintenant grâce au magnifique tableau de Scarabée, vous savez de qui je vous parle. Mais on regarde ça tout ça en détail tout de suite. Bien, et bien, comme je disais, commençons par les journées 4 et 5, parce que encore une fois, on a eu 3 premières journées vraiment assez extraordinaires, exubérantes au niveau des résultats. Et puis ça s'est très vite calmé sur les journées 4 et 5, hein. C'est malheureux à dire, mais chaque saison, c'est à peu près pareil. Alors, qui s'en sort plutôt bien, qui s'en sort très mal? Honnêtement, il faut le dire, les journées 4 et 5, c'est la déchéance totale pour les hommes lézards, hein. Les hommes lézards, c'est un point pris en 4 matchs. Sur les deux journées 4 et 5, 4 matchs, parce qu'il y a deux équipes, un petit point pris. Un point donc sur 12 possibles. C'est juste lamentable pour les hommes lézards, hein. Les deux rigolos se reconnaîtront. C'est catastrophique pour eux. Les nains aussi. Les nains ont énormément déçu après un démarrage vraiment en fanfare sur le début de saison. Ils ne font que 2 matchs nuls sur les 2 dernières journées, et donc 2 défaites. 2 points pris seulement sur 12 possibles. Et puis les OELF, les OELF toujours dans le dur, portés par le seul malheureux SSB, parce que Edzergon, c'est vraiment compliqué pour lui. On a une victoire seulement, donc 3 points pris en 4 matchs. Voilà, 3 points sur 12 possibles. Après, là où c'est vraiment étrange, on pourrait même dire c'est scabreux, c'est pour les morts-vivants. Là, ils connaissent un coup d'arrêt catastrophique. Une seule petite victoire et 3 nuls en 8 matchs. Donc en fait, ils prennent 6 points sur les 24 possibles sur les deux dernières journées. Si vous faites la moyenne, c'est catastrophique aussi pour les morts-vivants, surtout que c'est un roster qu'on connaît plutôt très adroit en termes de points, en termes de destruction adverse. Là, ils sont vraiment dans le dur, les morts-vivants, sur la fin du premier tiers. Donc, faut vraiment qu'ils se reprennent, faut vraiment qu'ils se repentissent, parce que c'est juste
drastique comme résultat pourri, tout simplement. Autant dire les mots tels qu'ils sont, c'est vraiment pourri. À l'inverse, les rosters qui perfent, c'est les Minus, évidemment. Tant les Ignis représentés que les Snotling. C'est 2,25 points en moyenne par match sur les 2 dernières journées pour les Minus unis représentés et 2 points par match pour les Snotling. Sachant que les Snotling, après, ils ont explosé les compteurs. On note aussi une très belle fin de premier tiers pour les Elfes Noirs, qui font également 2 points par match sur les journées 4 et 5. Magnifique redressement de la barre pour les Elfes Noirs. Mais surtout, naturellement, vous le savez très bien, les unis représentés polyvalents qui continuent leur chemin de gloire. 2,5 points en moyenne par match, c'est du quasiment jamais vu à la Lutèce. C'est incroyable ce que Pedro Larraín et Scripting Kiss réussissent sur le premier tiers de la saison et sur les 2 dernières journées du premier tiers, journée 4 et 5. C'était juste incroyable comme perf. Alors, au niveau des stats globales, comme je disais au début, les journées 4 et 5 ont été beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus calmes que l'effervescence du début de saison, hein, comme à l'accoutumée. En ouverture de championnat, c'est la folie. Les joueurs, les coachs font un peu tout et n'importe quoi. Et ça se transforme en des actions d'éclat, des agressions, veux-tu en voilà, des touchdowns de partout. Et ça y est, quand on se rapproche du premier tiers, ça y est, les calculs sont mis en route. Place à la sobriété, on va dire, à la pondération, et on essaye de faire du résultat plutôt que de faire du beau jeu. On le sait très bien que parfois des saisons, elles se jouent au crépuscule du premier tiers. Hein. Justement, journée 4 et 5, 6, c'est là que parfois une saison se joue, et ça se voit clairement les gars dans les stats. Comme je disais au début de saison, on se permettait des actions risquées parce qu'on se disait c'est que le début de saison, on a le temps de voir venir, on a le temps de se rattraper si jamais ça foire. Ça y est, là on est vraiment dans les calculs froids, dans le jeu impersonnel. Surtout on essaye surtout de jouer pour ne pas perdre plutôt que de gagner à tout prix, tout simplement pour pas décrocher du wagon de tête. C'est là qu'il faut s'accrocher, on le sait très bien, c'est là que ça se joue. Si on décroche ici, après c'est hyper compliqué de rattraper le wagon de tête. Il n'y en a que très peu qui réussissent, hein. 1 ou 2 coachs maximum par an qui réussissent à se sortir du marasme du fond du classement dans lequel ils pataugent en début de saison quand ça va mal pour leur équipe, pour essayer de rattraper la barre. Hein. On se rappelle de Garden il y a 2 ans, on se rappelle de Akhtar, mais voilà, les élus sont très peu nombreux. En vrai, quand on commence vraiment à la fin du premier tiers à être vraiment dans le trou, on s'en sort vraiment plus après sur le reste de la saison. Et donc forcément, ça se voit au niveau des stats. Les stats sont en berne. Tout simplement, on fait moins de performances par rapport au début de saison. Ainsi, si on regarde les stats, on est à 60 touchdowns en moyenne sur les journées 4 et 5 par journée. On était à 64,66. Donc en fait, on est à 1,06 touchdowns par équipe sur les 2 dernières journées, alors qu'en début du championnat, on était à 1,15. Donc vous voyez l'écart en moyenne. Hein. Donc l'écart est assez immense entre le début du championnat et la fin du premier tiers. On est un peu meilleur en passes, 23 passes en moyenne par journée contre 22 en début de saison. Bon, je ne sais pas pourquoi, tout à coup, peut-être les Elfes sont mis à faire plus de passes. Et ça se voit dans cette stat-là. Ensuite, on n'a fait aucune interception et aucune déviation sur les 2 dernières journées, alors qu'il y avait une interception et 4 déviations sur les 3 premières journées. Ça, c'est dû au match de folie entre Fracas et la Blatte. Merci à eux. Ils ont défoncé les stats en un seul match. Et pareil, dans les statistiques de Bash, on est moins bon. 98 sorties en moyenne par journée sur les journées 4 et 5 contre 100,66 sur les 3 premières journées. Ça nous fait une moyenne de 1,75 sorties par équipe et par match sur la fin du premier tiers contre 1,79. L'écart n'est pas immense, mais on le voit quand même. On bâchait plus en tout début de saison que sur la fin du premier tiers. Dans les sorties subies, pareil, on était à 116,66 sorties subies sur les 3 premières journées en moyenne. Et on est à 112,5 sur la fin du premier tiers. Ça nous fait 2,008 exactement sorties subies par équipe sur la fin du premier tiers contre 2,08. Hein. Il y a un 0 de plus, ça veut dire qu'on en fait moins quand même. Un 0 de plus, ça veut dire qu'on en fait moins. Après la virgule. Donc voilà, c'est pas des écarts immenses, mais malgré tout, ça se voit. Normalement,
plus la saison avance, plus on devrait faire de bâches, hein, tout simplement, il y a plus de châtaignes, il y a plus de tacles, etc. etc. Et ben, c'est l'effet inverse qu'on voit. Donc ça veut bien dire qu'on fait moins d'actions d'éclat, ou en tout cas on ose moins, on tente moins et on ose moins. Alors, il y a 4 sorties publiques en moyenne par journée, contre 3,33 en début de saison. Bon, on fait un petit peu plus de sorties publiques, mais c'est vraiment anecdotique comme résultat. Pareil, en termes d'agro, on fait un petit peu plus d'agro. On est à 10,5 agro en moyenne par journée contre 10,33. Alors, vous voyez, l'écart n'est pas immense, hein, par journée, je parle, par rapport au début de saison. Même si les 10,5 sur les journées 4 et 5 en moyenne par journée, c'est très peu en réalité, hein. C'est un score très faible par rapport aux saisons précédentes. On le verra dans la deuxième partie de la vidéo, quand je comparerai les différents tiers sur les 4 saisons, la saison en cours et les 3 dernières saisons, vous verrez que on fait pas énormément d'agro, hein. On fait vraiment pas beaucoup d'agro cette saison-là. Et du coup, le facteur de violence, il est en berne aussi, hein, forcément, sur la fin du premier tiers. On est à 112,5 points de violence par journée, ce qui fait 2,01 par équipe et par match, contre 114,33, soit 2,04. Hein, donc il y a 0,3 points, 3 centièmes d'écart entre la fin du premier tiers et le début du premier tiers. Encore une fois, ça montre bien que, même si ce n'est pas notable, ça montre bien qu'on fait moins de sorties, moins de bâches en tout cas qu'en début de saison. Alors, public et gains, effectivement, il y en a plus. Forcément, à mesure que les équipes gagnent du fan factor, on a plus de public. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à 4345 supporters en moyenne par équipe et par match sur les 3 premières journées. On est à 4732 sur la fin du premier tiers. Donc il y a quand même 400 supporters de plus en moyenne par match. C'est énorme, c'est quand même pas mal, c'est bien. Et pareil pour les sous, on gagne plus de sous. On était à 54 702,38 pièces d'or en moyenne par équipe et par match sur les 3 premières journées. On est à 58 125 exactement pièces d'or par équipe et par match sur la fin du premier tiers. Donc on gagne 4000 pièces d'or en plus, hein, un peu moins, 3500 pièces d'or en plus sur la fin du premier tiers par match. C'est pas mal, c'est pas énorme, mais encore une fois, c'est dû uniquement au public de plus en plus nombreux parce qu'on marque moins de touchdowns. Et forcément, moins de touchdowns, moins de bâches, ça se voit en termes de points d'expérience gagnés. On était à 11,42 XP gagnés par équipe et par match sur les 3 premières journées. On est à 11,10 seulement sur les 2 dernières journées du premier tiers. Notamment la J5 était catastrophique avec une moyenne de 10,91 XP par équipe et par match seulement en moyenne. C'est vraiment très bas. On verra dans quand je parlerai des stats générales. Vous verrez que sur le premier tiers, on n'est vraiment pas extraordinaire cette saison. Alors même que c'est une saison où il y a 6 équipes minus et où on devrait normalement faire plein d'XP, notamment quand on tape du Snotling. Mais bon, comme les Snotlings ne perdent pas, c'est plus dur quand même de leur faire du mal. Et donc, on ne se rattrape pas comme ça, malheureusement, cette saison. Et ça se voit aussi dans les stats de la fin du premier tiers. Je vais maintenant... Donc, voilà, donc encore une fois, la grande leçon de cette fin de premier tiers, c'est qu'on a été vraiment pas bon sur les journées 4 et 5. Par rapport au début de saison, qui n'était pas non plus extraordinaire en termes de statistiques, le début de saison. Je vais passer maintenant aux statistiques générales. Et là, on va regarder effectivement stat par stat. On verra qui sont les meilleurs rosters. On verra aussi par rapport aux saisons précédentes. On verra qui sont les meilleurs rosters et qui sont également les meilleurs joueurs. Alors là, je vais passer sur mes tableaux Excel que je vais vous afficher directement parce que bien tellement que si je devais tout faire à la main, comme on dit, j'y passerai la semaine. Donc, je vous affiche ça en direct. Et je me mets en miniature en bas de l'écran. Bien, donc normalement là, vous voyez bien les différentes stats sur les différentes saisons. Vous regardez mes petits tableaux, vous avez donc sur la première colonne, c'est la saison en cours. Hein. Par exemple, sur les touchdowns, on a fait en moyenne sur le premier tiers de la saison, 1,1 touchdown par équipe et par match, ce qui fait 5,53 touchdowns par équipe en moyenne sur la totalité des 5 premières journées. Hein. C'est ces 2 tableaux-là.
Premier tableau, c'est moyenne par équipe et par match. Et le deuxième tableau, c'est moyenne totale par équipe sur le premier tiers. Et donc, vous voyez, le code couleur est bien fait. Excel, c'est quand même bien fait. Vous voyez qu'on est, qu'on est dans le orange, c'est-à-dire que on était bien meilleur la saison qu'il faut comparer, c'est-à-dire il y a 2 saisons, la saison 2022-2023, où il y avait autant d'équipes qu'aujourd'hui, 56 équipes, 56 coachs, et le même nombre de minus, à savoir 6 équipes minus. Donc c'est quelque chose qu'on peut comparer à la saison d'aujourd'hui. On était, vous voyez, à 1,178 touchdowns par équipe et par match en moyenne sur le premier tiers. On est à 1,1. C'est-à-dire que même l'année dernière, où il y avait beaucoup plus d'équipes lourdes, beaucoup plus d'équipes solides, on était à plus de touchdowns en moyenne qu'aujourd'hui. Ça prouve encore une fois la fébrilité des coachs et le fait qu'on a tout simplement du mal à marquer. Même si la saison la pire, c'était il y a 3 saisons, 1,08. Vous voyez, l'écart n'est pas immense entre la saison très fermée, la saison 2021-2022 très fermée, et aujourd'hui. Alors que, encore une fois, il y a beaucoup d'équipes minus à qui ça devrait être plutôt simple de marquer des touchdowns. Ben, ce n'est pas le cas, surtout face au Snotling. Alors, qui sont les meilleurs rosters? Les Scaven et les unis représentés polyvalents ont marqué 1,16 touchdowns par équipe et par match en moyenne. C'est le meilleur roster, celui qui marque le plus. Et vous voyez à côté, tout de suite, on voit en individuel, le meilleur marqueur, ça reste un Scaven, Alaric, 13 touchdowns de marqué. Les Snotlings sont pas mal aussi en termes de roster, 1,5 touchdowns par équipe et par match. Bravo les Snotlings qui vraiment connaissent un début de saison, mais juste incroyable, hein, comme les unions représentées polyvalents. Puis les Elfes Silmarils sont toujours là, hein, malgré tout, même si c'est un roster qui a plus de difficultés sur le début de saison. Ils sont quand même 1,4 touchdowns de marqué par équipe et par match. Et en individuel, derrière Alaric, il faut signaler les Nordiques. Je l'avais dit, hein, j'avais annoncé attention à Bucks. Maintenant qu'il est rejoint par son compère Nabolo, les deux font la paire. Hein. Bucks et Nabolo, 10 touchdowns de marqués sur les 5 premières journées. Ça fait quand même 2 touchdowns de marqués par match pour des Nordiques. C'est quand même pas mal, hein, pour un début de saison. Les moins bons, les hommes lézards et les unis représentés agiles, hein, 0,7 touchdowns de marqués en moyenne seulement. Les unis représentés agiles, je suis vraiment déçu, mais bon, c'est malheureusement la perf catastrophique de Fracas, hein, vous voyez à côté. C'est le plus mauvais marqueur. Un touchdown de marqué seulement en début de saison, hein, sur les 5 premiers matchs, c'est catastrophique. Le OELF, 0,8 touchdown de marqué. Pareil, hein, le Elf, j'ai dit, début de saison vraiment très dur. Et puis les unis représentés bagarreurs et les vampires, encore un roster qui a du mal, 0,92 touchdowns de marqué en moyenne par équipe et par match. Donc vraiment 5 rosters qui sont dans le très dur, en tout cas en termes d'attaque. Et sur le plan individuel, MBB et Johnny Velociraptor Ivanovic, 2 touchdowns seulement de marquer. Hein. MBB qui a toujours autant de mal à marquer des touchdowns avec son pacte du chaos chéri. Et Johnny qui, en orque, il a du mal aussi. Hein. Alors il défend plutôt bien, mais il a du mal à marquer. Sachant qu'ils font quand même mieux que Buckler et Yaouch l'année dernière, qui, on se rappelle, hein, l'année dernière, 0 touchdown de marqué sur les 5 premières journées, bulle totale. Donc Fracas fait déjà bien mieux que Yaouch et Buckler l'année dernière. À noter aussi que Alaric, avec ses 13 touchdowns, il est bien meilleur, il est même meilleur aujourd'hui que l'année dernière, Nick Capellepropre, qui avait réussi à marquer 12 touchdowns avec leurs Amazon qui défouraillaient tout. Donc Alaric, malgré tout, s'en sort plutôt pas mal avec 13 touchdowns de marqués. Par rapport aux saisons précédentes, par rapport aux meilleurs marqueurs des saisons précédentes. Alors forcément, en termes de défense, du coup, ça va un peu mieux. Vous voyez que forcément, hein, de la même manière que c'est les mêmes stats, hein, que pour l'attaque, on est pas mal au niveau défense, hein, et donc on défend bien. Voilà, on défend bien, on marque pas beaucoup de touchdowns, donc ça veut dire qu'on défend bien. Qui sont les meilleurs défenseurs? Les unis représentés polyvalents, c'est incroyable, ils sont meilleure attaque et meilleure défense. Hein, le roster meilleure attaque et meilleure défense. 0,4 touchdowns d'encaissés en moyenne par match. Ça veut dire qu'ils encaissent moins de 1 touchdown tous les 2 matchs. C'est juste incroyable comme stat. Bravo, chapeau encore une fois, bravo à eux. Et les Snotling aussi, pareil. Snotling, deuxième meilleure attaque et deuxième meilleure défense. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moins de 1 touchdown d'encaissés par équipe par match, 0,8. Et puis les elfes, les elfes noirs, bien sûr, les nains du chaos et les morts vivants, pas mal aussi, 0,9 touchdowns d'encaissés. C'est le seul roster qui encaisse moins de 1 touchdown par match, donc bravo à ces 5 rosters-là.
alors que je crache. Donc bravo à ces rosters-là, extraordinaire comme résultat. Et les moins bons, bah, on a les hommes lézards. Hein. Les hommes lézards, mais pire attaque, 0,7 touchdowns de marqué, et pire défense, 1,8 touchdowns d'encaissé, presque 2 touchdowns par équipe et par match. C'est catastrophique. Les hommes lézards, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est catastrophique. Un début de saison, mais vraiment horripilant pour les deux équipes. Le OL fait les unis représentés agiles aussi, 1,6 touchdown d'encaissé par équipe et par match, c'est vraiment pas bon pour ces rosters-là. Puis les vampires, comme je disais, hein, les vampires, très mauvaise attaque, mais aussi troisième pire défense, 1,44 touchdown d'encaissé. Donc vraiment, les vampires et les unis représentés agiles, les OL et les hommes lézards, c'est les quatre rosters vraiment qui en prennent plein la tronche. Hein. Même si les hommes lézards, c'est vraiment l'accident industriel. Les autres, c'est pas fameux non plus, mais on aura l'occasion d'en parler. Alors, la meilleure défense, c'est Pedro et Larraine. Seulement 2 touchdowns d'encaissés sur tout le début de saison. Incroyable. 2 touchdowns avec de l'Alliance. Hein. Attention, c'est de l'Alliance du Vieux-Monde. Qui c'est qui disait que l'Alliance était pourrie, hein? Je me rappelle plus. C'était pas moi en tout cas. Mais résultat incroyable. Et les moins bons, on a Edzergon, Nico et Fracas. 11 touchdowns d'encaissés. Donc Fracas, il réussit quand même à faire pire attaque avec un touchdown de marqué et pire défense en touchdown d'encaissé. Il y a un écart de 10 points, de 10 touchdowns déjà sur les 5 premières journées pour Fracas, hein, entre les touchdowns marqués et les touchdowns encaissés. Sachant que l'année dernière, Yeti avait fait bien pire. Il avait déjà encaissé 13 touchdowns à la même époque. Et pareil pour les défenses, là où on voit la perte de Nicap et le propre l'année dernière, c'est qu'ils avaient encaissé un seul touchdown. Il y avait aussi Galadjin, hein, dans le même lot, je crois SSB aussi, qui avait aussi encaissé un seul touchdown. Mais la perf de Nicap et le propre était extraordinaire. Ils avaient marqué 12 touchdowns et encaissé un seul. Là, Pedro Larragne et Scripting Kiss aussi. Hein, les Scripting Kiss aussi fait partie des meilleures défenses avec 2 touchdowns encaissés, même si on sait aujourd'hui que Scripting Kiss a un peu plus de mal sur le deuxième tiers de la saison, même si la perf était extraordinaire sur le premier tiers, hein, ne nous le cachons pas, c'est juste dingue ce qu'ils ont fait, aussi bien Pedro et Larraine que Scripting Kiss. Alors au niveau des passes, vous voyez, on a fait 112 passes, hein, donc 22,4 en moyenne par journée, ce qui fait une moyenne de 2 passes par équipe sur les totalités du deuxième tiers, soit 0,4 passes par équipe et par match. Vous voyez dans les stats que c'est la pire année depuis ces 4 dernières années, c'est la pire année, et de très loin. Hein. Même l'année fermée, l'année 2021-2022 était meilleure. On avait fait 2,5 passes au total par équipe sur le premier tiers, soit 0,5 passes. Donc une passe tous les 2 matchs en moyenne totale par équipe et par match. Là, on fait vraiment, c'est catastrophique. On fait vraiment moins bien qu'il y a 3 saisons. Et encore une fois, c'est la saison 2022-2023 qui est la saison à comparer, où c'était l'exubérance des passes. On avait fait une passe de plus en moyenne, hein, par équipe et par match, c'est-à-dire qu'on faisait une passe de plus. On faisait une passe de plus sur la totalité du troisième tiers. C'était juste incroyable. Par équipe, hein, pareil, sachant qu'il y a des équipes qui ne font pas de passe du tout. Donc c'est l'écart qu'il faut comparer. Hein. Oui, les OELF, il y avait plus de OELF, ou en tout cas, ils faisaient plus de passes. Aujourd'hui, les OELF, c'est 1,9 passes par équipe et par match en moyenne. C'est moins de 2 passes par match pour des OELF, c'est vraiment très bas. C'est vraiment pauvre. Et on voit quand même les vampires en deuxième place, une passe par équipe et par match. Avec le thrower vampire, eh bien finalement, c'est un roster qui fait des passes. Bah oui, une agilité de plus, des passes à 2 plus, je crois aussi. Donc, ils s'en sortent pas si mal, les vampires, en termes de passes et réception, naturellement, de la balle. Et puis, les unions représentées agiles qui font aussi quelques passes, 0,9 passes par équipe et par match. C'est pas mal, même si la stat est vraiment en berne. Hein, la stat est catastrophique. Puis il y a des rosters qui font pas de passe du tout ou quasiment pas. Les morts vivants, les Snotling qui font aucune passe. Les Minius, Nains du Chaos et Necromantic qui font à peine une passe. Hein, c'est 0,1 passe par équipe et par match. C'est-à-dire c'est une passe de fait sur la totalité du premier tiers de la saison. Alors, qui sont les meilleurs? Edzergon, 16 passes quand même. Alors, le garçon, il a du mal à marquer, il a du mal
à gagner, mais il fait quand même 16 passes. Alors, encore une fois, c'est pas extraordinaire hein, comme résultat, mais bon, c'est notable par rapport aux autres. En deuxième place, Doug Groznick, 9 passes. Il a quand même fait 9 passes, le petit Doc, même si sa saison débute très mal, il a quand même fait 9 passes. Même si aujourd'hui, on sait, il a été remplacé par Riff Raff, un tout nouveau venu. Et en troisième position, Onefoni Valentine avec leurs bas-fonds qui font des passes. Dexine et Kral JC, donc des vampires encore qui font des passes. 7 passes au total pour ces équipes-là. Et puis ceux qui ne font pas de passes, bah, il y en a tellement. Je ne vais pas les citer. Il y a tous les morts-vivants, les snots. Enfin, il y en a plein. Il y a plein de coachs qui ne font pas de passes, donc ça ne sert à rien de les citer. Ed Zargon fait quand même mieux que Martoni et l'UX l'année dernière qui avaient fait 15 passes, mais c'est beaucoup moins bon de toute manière que qu'avait fait Azroag il y a 2 saisons ou ce qu'avait fait Ankh-Morpork aussi avec l'Union Elfique. Ils étaient, je crois, à 20 passes, voire plus. Sur le premier tiers de la saison, donc c'est pas énorme non plus comme un résultat pour Ed Zargon. Hein. Donc même s'il peut se gausser, se vanter d'avoir fait 16 passes sur les 5 premières journées, c'est pas non plus fameux par rapport aux années précédentes. Alors sur les interceptions et les déviations, bon là c'est des totaux, hein. Ça sert à rien de faire des moyennes pour des stats si faibles. En termes d'interception, on est à une interception. Bon, c'est pas fameux, sachant qu'il y en avait 3 à la même période de l'année dernière. C'est les vampires qui ont réussi l'interception. Hein. C'était Martoni et l'UX, donc bravo à eux. En déviation, là, on est énorme. Bah, ça, c'est encore une fois au match de dingue entre Fracas et la Blatte. On est à 4 déviations au total. Il y en avait 2 l'année dernière à la même période. C'est les unis représentés agiles. Hein, donc, encore une fois, c'est l'équipe de Fracas qui a fait 2 déviations. Hein, donc, bravo à lui. Et la Blatte, on a fait une sur le même match. Sur les sorties, on est au total à 498 sorties, donc presque 500 sorties au total d'enregistrées sur les 5 premières journées. Ça fait 99,6 en moyenne par journée. Hein. On n'était pas loin des 500, on n'était pas loin. Alors en termes de moyenne générale, vous voyez, on n'est pas si mal que ça. 1,77 en moyenne par équipe et par match. Ça fait 8,89 au total. Sur le premier tiers par équipe. Vous voyez encore une fois, si on compare ça à la saison 2022-2023 où il y avait autant de minus que cette année, vous voyez qu'on est quand même moins bon. Hein, et de loin, hein, on était à 1,803 par équipe et par match. Sachant que si on compare ça à l'année dernière où il y avait énormément d'équipes lourdes, on était à 1,48 sorties par équipe et par match. Donc vous voyez que l'écart est quand même immense entre la saison dernière et la saison d'aujourd'hui. Même si, encore une fois, on aurait pu s'attendre à mieux cette saison. Parce qu'il y a 2 ans, la saison à comparer, encore une fois, on était bien au-delà des résultats d'aujourd'hui. Et vous voyez que la saison 2021-2022, on était, voilà, c'était une belle moyenne pour une saison fermée, une saison avec beaucoup d'équipes lourdes. C'est vraiment l'année dernière que le résultat était vraiment catastrophique. Mais encore une fois, c'est dû au fait qu'il y avait énormément d'équipes lourdes et pas beaucoup d'équipes minus. Alors les meilleurs sorteurs, étrangement ou pas, c'est les nécros. Les nécros, on les attendait pas, mais finalement c'est un roster qui aime bien castagner. C'est Galadjin hein, qui fait un score de fou. Hein. C'est pour ça qu'il y a une magnifique moyenne de 2,6 sorties par équipe et par match. Derrière, les nains, toujours présents, toujours là, 2,4. Hein, ils ne sont pas très loin des nécros. Puis les morts-vivants, on pourrait se dire que 3e place, c'est pas mal, mais en vrai, la moyenne de 2,35 sorties par équipe par match, c'est faible pour des morts-vivants. Normalement, au début de saison, ils tournent à une moyenne de 3, voire presque 3. Donc là, c'est pas un bon résultat pour les morts-vivants en réalité. On s'attendait à bien mieux de leur part. Alors, en top individuel, on a quand même Chouf, qui accompagne Galadjin avec 17 sorties réalisées au total. C'est pas mal, mais ça veut dire que c'est le seul mort-vivant qui fonctionne. Hein. Les autres en termes de sortie, ne fonctionnent pas du tout. Courchevel, bravo à lui aussi, juste derrière le duo de tête, 15 sorties réalisées. Et c'est Botuno, 14 sorties de réalisées. Donc bravo aux Nordiques qui sont là, qui montrent que c'est un roster, comme je l'ai dit en début de saison, c'est un roster sur lequel il faudra compter.
Ils sont là, et ils sont bien présents et je pense qu'ils vont continuer à l'être tout au long de la saison. Et en bas, bah forcément, les elfes. Hein. Les hauts elfes, 0,9 sorties, même pas une sortie en moyenne par équipe et par match. Les elfes sylvains aussi, pas très loin, 0,93. Et puis les elfes noirs qui s'en sortent un petit peu mieux, une sortie en moyenne par équipe et par match de réalisé par les elfes noirs. Mais vraiment, les elfes, c'est. Bon, on s'y attendait un petit peu, hein, mais c'est vraiment là des bons dindes en termes de sorties pour les rosters agiles elfes. Les moins bons, Baba Yaga et Zergon, 3 sorties seulement de réaliser au total. Et puis on a quand même des rosters où on entendait mieux de leur part. Zyko, le Kid Squeeze, Delphonix, Manu aussi. Il fracasse, bon ça on pouvait s'y attendre. 4 sorties de réaliser seulement pour ces coachs-là au total sur le premier tiers. Sachant que l'année dernière, par exemple, si on compare les résultats, le meilleur sorteur, c'était Pixman. C'était Poire Abricot qui avait fait 19 sorties déjà à la même période de l'année. Donc vous voyez que Chouf et Galadin ne font guère mieux que Poire Abricot. Et en termes de moins bons, bah, c'était Pixman. C'était Pixman. Mais aussi Fracas, déjà Fracas, qui avait fait que 2 sorties au total sur le premier tiers. Bah là, les coachs font déjà un petit peu mieux. C'est aussi dû au fait qu'il y a quand même plus d'équipes légères que l'année dernière à sortir. Donc, plus facile à sortir des adversaires, même pour des équipes agiles et pas portées sur la bâche. En termes de sorties subies, de blessures subies en tout cas, on est à 575 au total, soit 115 sorties subies par journée au total, ce qui fait une moyenne de 2,05 sorties subies par équipe et par match, et une moyenne totale de 10,26 sorties subies par équipe. Vous voyez que c'est un des plus mauvais résultats. Forcément, c'est un des plus mauvais résultats. Forcément, beaucoup de minus, beaucoup de sorties subies. Alors, un des plus mauvais, ça dépend dans quel sens on le prend. C'est une des années où on se fait le plus sortir de joueurs. Encore une fois, forcément, l'année dernière, il n'y avait que 1,48 sorties de réalisées par équipe et par match. Donc, forcément, c'était une saison l'année dernière où il y avait très peu de sorties subies. Et pareil, il y a 2 saisons, la saison 2022-2023, c'était celle où on se faisait plus cartonner la tronche. Avec, encore une fois, je me répète, le même nombre d'équipes minus. On était à 2,128 sorties subies par équipe et par match. C'était énorme comme résultat. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est au-delà des 2, on est à 2,05, ce qui est un très bon résultat en réalité. Ce qui est un très bon résultat. Encore une fois, ça dépend dans quel sens on le prend. Alors que l'année dernière, c'était seulement 1,746 sorties subies par équipe par match. L'écart est donc immense, vous voyez sur les tableaux. L'équipe la plus résistante, en tout cas le roster le plus résistant, c'est les Orques. Mais il n'y a aucun roster qui a moins d'une sortie par match subie. C'est quand même assez notable, il faut le souligner. Même les Orques qui subissent 1,16 sorties par équipe et par match. C'est beaucoup, même pour des Orques, c'est vraiment beaucoup. Même les Nains, ils sont à plus d'une sortie subie, 1,2 sorties subies par équipe et par match. Et les Morts-Vivants, 1,45. Donc vous voyez qu'il y a vraiment aucun roster d'épargné. On cartonne, on bastonne à tout va. Même les équipes et les rosters hyper solides se font tabasser la tronche. Et derrière, bon, on s'y attendait. Les Snotling, 4 sorties subies par équipe et par match. C'est énorme, mais pour les Snotling, c'est pas très grave. Ils jouent à 20 la plupart du temps, c'est pas non plus catastrophique. Et puis finalement, c'est pas un score si mauvais que ça pour des Snotling. Les Skaven et les Minus, par contre, 3,35 sorties subies. Alors les Minus, c'est un petit peu moins grave. Les Skaven, quand même, ils en prennent plein la tranche. Et on le voit dans le résultat, les Skaven, c'est pas fameux pour les Skaven en termes de résultats globaux. Puis les vampires aussi, un roster qui finalement n'est pas si solide que ça. Malgré tout, les serviteurs, ça se fait sortir beaucoup. 2,28 sorties subies par équipe et par match, c'est beaucoup pour des vampires. Alors, qui est le roster, le coach le plus solide? C'est Crouch. En orc, 3 sorties subies seulement au total. Alors lui, il fait moins que une sortie subie en moyenne par match. Bravo à lui, mais ça veut dire que les autres coachs orc se sont pris plus dans la tranche que lui. Crouch, vraiment le plus solide aujourd'hui. Et derrière, on a quand même quelques coachs bien costauds. Alors Imperator Day, en Amazon, bravo, chapeau, parce que c'est pas facile de se faire sortir seulement 4
4 joueuses au total sur les 5 journées jouées. Bravo à Imperator Day. Et puis on a des gars solides, Melfios, PJ et Laertis. 4 sorties aussi subies au total. Bravo à ces coachs-là parce que bon, eux ils jouent des rosters solides. C'est des orques, Melfios et PJ, et puis des guerriers du chaos pour Laertis. Mais vraiment, la perf, c'est celle d'Imperator Day qui se fait sortir moins d'une joueuse par match. Bravo à lui. Et en bottom, en moins bon, on a naturellement le Snotling. Alors, les premiers, c'est Nick Appel le propre, 21 sorties subies au total. C'est énorme comme résultat, mais encore une fois, ça ne les empêche pas de performer. Bud Milka aussi. Alors, pareil, lui, il peut se le permettre, et puis surtout, il performe comme un dingue. Donc, il peut avoir subi 20 sorties au total. C'est pas très grave pour lui. Ça fait 5 sorties. Ça fait 4. Non, ça fait 4 sorties en moyenne par match. Par contre, Bozo et Dr SLM, eux, c'est dur quand même. 20 sorties subies aussi en 5 matchs. Ça fait 4 par match en moyenne. C'est assez drastique pour eux. Et du coup, on voit que eux, par contre, n'arrivent pas à performer. Zaiko aussi, avec ses gnomes, c'est difficile. Et puis Asmogi et Pagnol, 19 aussi, comme Zaiko, sortie subie. On n'est pas très loin de Nick Apple le propre. Bon, on voit que les Snotlings, c'est pas grave. Pour les autres, c'est quand même plus dur. Les gnomes et surtout les Skaven, c'est plus dur pour eux. Sachant que l'année dernière, Yeti avait subi 22 sorties à la même période de l'année. Donc, même les Snotlings font un peu mieux que Yeti l'année dernière, qui s'était fait cartonner la tronche. Et de l'autre côté, parmi les meilleurs, l'année dernière, c'était le Liquid Squeeze qui avait subi seulement 2 sorties avec leur nom. Donc Crouch fait un peu moins bien que le Liquid Squeeze l'année dernière, sachant que le Liquid Squeeze, aujourd'hui, ils sont en Amazon parmi les plus sortis. Donc pour eux, chaque saison ne se ressemble pas. L'année dernière, ils étaient parmi les plus solides. Cette année, ils sont parmi les grosses victimes du début de saison. Alors les sorties publiques, rapidement, parce que c'est pas une stat non plus hyper parlante, c'est pas mal. On est à 18 sorties publiques au total, ce qui fait une moyenne totale par équipe de 0,32. Je ne vais pas faire par match parce que c'est des moyennes ridicules. Il suffit de diviser par 5. C'est aussi simple que ça. Il y a 2 ans, on était quand même à beaucoup plus. On était à 22 sorties publiques au total. Et il y a 3 ans et l'année dernière, 13 seulement. Donc l'écart est quand même grand entre cette année et l'année dernière. On fait quand même beaucoup plus de sorties publiques. Bravo les coachs. Ça pousse plus dans le public. Je pense que je sais pas, c'est peut-être le fait qu'il y a les Norsk. Du coup, il y a beaucoup plus de frénétique. Il y a aussi les guerres du chaos. Donc pas mal de frénétique. Ça pousse sur les bords et du coup, ça pousse dans le public. Même si ceux qui font le plus de sorties publiques, c'est les nains, 0,3 en moyenne par équipe et par match. Les unions représentées polyvalents, donc c'est étrange, mais alors les humains n'ont pas de frénétique. L'Alliance du monde en a un, mais ils font quand même 0,2, c'est pas mal. Puis les North, ça c'est peut-être normal avec les deux Ulverner et les Berserkers, mais 0,16, ça veut dire qu'ils font moins bien que les nains et les unions représentées polyvalents. Et ceux qui n'ont fait aucune de sortie publique, on a quand même 7 rosters. On a les Minus, les Amazones, les Elfes Noirs, les Elfes Noirs, les Nains du Chaos, étrange pour les Nains du Chaos, les Necros et les Snotlings, aucune sortie publique. Bon, c'est pas grave, ils jouent pas avec les bords, c'est pas grave. Et donc parmi les meilleurs coachs, on a Monsieur Odin. Monsieur Odin, bravo à lui. Rejoint par Bosque et par Pedro et la Reine, c'est les seuls qui font deux sorties publiques, chacun sur le total du premier tiers. Et ceux qui n'ont pas fait du tout, il y en a beaucoup. Je ne veux pas tous les citer parce qu'il y a énormément de coachs qui n'ont pas fait de sortie publique. C'est pas grave, c'est pas non plus une tare. On n'est pas obligé de jouer avec les bords, simplement. Mais à noter quand même que le score de 18 est pas mal. C'est bien moins bon qu'il y a 2 saisons, mais c'est pas mal. C'est pas mauvais non plus. Faut pas tout jeter toute la soupe aux orties. Je sais pas si c'est comme ça dit. Enfin, peu importe. Alors, les agressions maintenant. Sur les agressions, on est à, je l'ai dit en début de vidéo, on n'est pas bon. On n'est vraiment pas bon. On est au total à 52 agressions réalisées, soit par journée de 10,4 agressions par journée. Vous voyez que c'est le pire résultat sur ces 4 dernières saisons. Le pire résultat, les gars. Et oui, le pire résultat, on est
Au total, par équipe, à 1, on était, pardon, au total, par équipe, il y a 2 ans, à 1,125. On est à 0,92. Même l'année dernière, même il y a 3 ans, qui étaient des saisons fermées, on faisait plus. On faisait beaucoup plus d'agressions. C'est la première année où on est à moins de 1 agression par équipe, au total. C'est juste, c'est catastrophique comme résultat. On n'agresse plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gars, je rappelle que la Lutèce, quand même, c'est une ligue connue dans l'Hexagone pour être une ligue de lascar vraiment nocif, malveillant, méchant. Agression tour 16, c'est la marque de notre championnat. Donc je ne comprends pas ce qui se passe là. Il y a les mecs, plein d'entre nous ont perdu l'âme. Vous avez perdu ce qui faisait la finesse de notre ligue. Agressez plus, s'il vous plaît. Alors moi j'essaye, plein de coachs essayent, mais pas assez finalement, pas assez. Vous voyez, c'est la première année depuis que je fais les stats qu'on est en dessous de la barre de 1 agression par équipe sur le premier tiers de la saison. C'est vraiment catastrophique comme résultat. Alors, qui sont les rosters, malgré tout, qui s'en sortent pas mal. Pas mal, c'est un bien gros mot, parce que même les Snotlink, 1 agression en moyenne par équipe et par match, c'est pas énorme. C'est un des rosters qui devrait le plus agresser, devrait être un bien plus que ça. Où sont les Minus? Je vous le demande, où sont les Minus? Il y a des Minus qui n'agressent pas du tout. Les North agressent, mais regardez, 0,56 agressions, c'est catastrophique. Les Inuits représentés polyvalents, ça agresse un petit peu, mais 0,4 agressions par équipe et par match, c'est des stats vraiment catastrophiques. Et surtout, ce qui me fait peur, c'est l'absence de Minus. Moi, j'agresse un petit peu, mais les autres, mes compatriotes Minus n'agressent pas du tout, ou quasiment pas. C'est pas bon, c'est pas bon. Ashram, tu fais quoi avec tes gobelins? Tu fais quoi? T'agresses pas. C'est catastrophique. Alors, et il y en a plein qui ont fait 0 agression. Les Skaven, les elfes sylvains, les elfes noirs, les hauts elfes, les nains et les nécromantiques n'agressent pas du tout. 0 agression de réalisée pour ces rosters-là. C'est drastique. Alors, le meilleur, heureusement, il est là. Yeti, 9 agressions déjà de fait. Asmogi et Pagnol sont pas loin. Attention, 6 agressions de réalisées. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est bon, Yeti, il est parti pour emporter le titre du Crampon d'Or. Et finalement, il stagne un petit peu. Et Asmogi et Pagnol sont en train de le rattraper. Quant à Nicap et le propre et Pedro Laraigne, ils sont à 4 quand même en agression de réussie. Mais je pense que pour eux, c'est déjà trop tard. Ils sont trop loin. Sauf miracle, ils rattraperont pas Yeti. Donc, à mon avis, ça se joue entre Yeti et Asmogi et Pagnol. Sauf à ce que les autres Zozo commencent à faire plus de 2 agressions par match. Ça m'étonnerait quand même. L'année dernière, je vous rappelle que Imuzerg, à la même période, avait déjà fait 10 agressions. 10 agressions, donc ça veut dire qu'il était déjà loin devant, non, il était loin devant tous les autres, mais il était déjà une agression de plus que Yeti. Alors que Yeti fait quand même une très belle perf. Mais Imuzerg était quand même à 2 agressions par match de réussite sur le début de saison. Donc, et puis finalement, il a réussi à emporter le titre du meilleur crampon. D'or. Donc c'est pour ça que je me permets de dire qu'à mon avis, Yeti, il est déjà parti en route vers le titre, en tout cas vers le prix du meilleur cramponneur, sauf à ce que Asmogi et Pagnol arrivent à le rattraper, mais même là, je le sens pas, Et donc forcément, au niveau des agressions subies, forcément, le résultat est bon parce qu'on se fait moins agresser. Les stats sont les mêmes, hein. On est à 0,18 agressions subies par équipe et par match. On était à 0,22 il y a 2 saisons avec toutes ces équipes Minus. Encore une fois, que voulez-vous? On n'agresse pas assez. Et qui sont les meilleurs, en tout cas ceux qui ne se font pas agresser du tout? Les morts-vivants, les Amazones, les hommes lézards, les unions représentés polyvalents. Les hommes lézards, ça m'étonne quand même. 0 agression subie, alors même que normalement les skinks, on aime ça, on aime marcher dessus. Finalement non. Les morts-vivants, ça peut se comprendre. Les Amazones aussi, c'est dur à coucher, même si j'espérais au moins une petite agression sur les Amazones. Même pas. Pas besoin en fait. Pas besoin. Elles se font dégommer la tête sans qu'on leur marche dessus. Alors les moins bons, les Skaven, ceux qui se font le plus agresser, les Skaven. Alors forcément, quand on voit un gutter au sol, on n'hésite pas. Hein. 0,45, c'est pas non plus un score extraordinaire. 0,45 agressions subies par équipe et par match. Les Minus, pareil. Quand on voit un Halfling ou un Gnome au sol, on se prive pas. Hein. 0,4 agressions subies. Et puis les Snot, les représentés agiles. Hein. Alors bizarrement, il n'y a pas les elfes. Hein. On agresse moins les elfes. On agresse surtout ceux qui ont des faibles armures et qu'il est plus facile de coucher au sol que des elfes.
En tout cas, bah oui, les elfes, faut les attraper d'abord. Hein. Quand on a un blitz par tour, c'est plus difficile à agresser. Hein. Alors, qui sont ceux qui sont fait le plus marcher sur la tranche? Zaiko et DJ, 4 agressions déjà de subi. Au total. Et puis, on a des Monsieur Odin, des Sebutuno, donc des Norse, hein, pareil, des équipes à faible armure qui se font marcher dessus. Alaric, Asmogi et Pagnol aussi, 3 agressions subies au total pour ces rosters-là, pour ces coachs-là. Étant précisé que l'année dernière, c'était déjà Nicap le propre, hein, qui étaient nos plus belles victimes du crampon, mais ils avaient déjà subi 5 agressions à la même période de l'année, donc vous voyez qu'on fait moins bien que l'année dernière, alors que, encore une fois, l'année dernière, c'était une saison plutôt fermée par rapport à la saison d'aujourd'hui. Donc, faut vraiment vous rattraper, les gars. En termes d'agression, là, faut y aller, c'est pas normal. Malgré tout, même si les agressions sont pas là, le facteur de violence est pas mauvais. Hein. Je l'ai dit, on fait quand même pas mal de sorties et on fait quand même pas mal de sorties publiques. Hein. Bien mieux que l'année dernière, qui a 3 ans. Alors certes, on n'est pas dans l'exubérance de la saison 2022-2023, encore une fois, hein, la saison qu'il faut comparer. On était à 207 points de facteur de violence par équipe et par match. On est à 2,02. Alors c'est beaucoup mieux que les 1,74 de l'année dernière et même bien mieux que les 1,845 d'il y a 3 saisons. Ce qui fait un total moyen par équipe de 10,14 points de facteur violence. Facteur violence, je rappelle encore une fois, c'est sortie ED, donc sortie ED de blocage, hein, sortie publique et agression, le tout cumulé. C'est-à-dire la violence pure de chacun des coachs. Pour comparer, 10,14 c'est pas mal. On est à 10,53 au total il y a 2 saisons. Et puis l'année dernière, saison fermée, saison où ça bâchait pas tant que ça. On était à 8,7. Bah forcément, il y avait énormément d'équipes lourdes. Donc c'était plus dur de sortir des joueurs adverses. Alors, qui sont les meilleurs bâcheurs? Les Snotlings. Les Snotlings, au total, ils font pas mal de sorties et pas mal d'agressions. Donc, 3 points de facteur de violence. Ah là, on retrouve les Snotlings. Bravo à eux. C'est là que ça montre que le début de saison extraordinaire des Snotlings. Rappelez-vous, encore une fois, c'est les deuxièmes meilleurs marqueurs. Ils sont parmi les meilleures défenses. Et ils sont les meilleurs à la bâche au final. 3 points de facteur de violence. Les Norse, pas mal, grâce à Yeti, au nombre d'agressions qu'il fait. 2,8 points de violence par équipe et par match. Puis les nains et les unions représentées polyvalents, 2,7. On précisait encore une fois que les unions représentées polyvalents étaient parmi les meilleurs dans les sorties OD, des blocages. Donc c'est normal qu'on les retrouve à la 3e place. Et puis les nains, toujours présents, toujours solides. Et les moins bons, les elfes sylvains, 0,93, c'est le seul roster qui fait moins de 1 point de facteur de violence. Les elfes noirs et les hauts elfes, un petit peu meilleur, 1 point en moyenne par équipe et par match. Puis les Amazones, 1,46, mais l'écart est déjà immense entre les Amazones et les autres elfes. Hein. Enfin, les autres elfes, les elfes en tout cas, parce que les Amazones ne sont pas des elfes. Et les elfes, 1,46, c'est pas fameux, mais c'est pas non plus catastrophique pour les Amazones. Alors le meilleur bâcheur, c'est Yeti Six, avec ses 9 agressions, à quoi il rajoute des sorties de blocage. Il a 19 points, bravo à lui. Chouf et Asmogi et Pagnol, pas mal aussi, 18. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, un Chouf, il a fait 17 sorties au blocage plus une agression. Ça fait 18, voilà, tout simplement. Puis Galadjin et Courchevel, pas mal aussi, donc 17. Donc le prix du Bachelor, il est... alors, c'est pas vraiment le prix du Bachelor, parce que le prix du Bachelor, c'est le meilleur en sortie au blocage. Là, c'est le prix du plus gros destructeur de la saison. Et il va se jouer, à mon avis, entre ces coachs-là. Même si c'est guère fameux. L'année dernière... encore une fois, même si la moyenne n'était pas bonne, il y avait un coach qui défouraillait tout, c'était Poire Abricot, il était déjà à 24 points de facteur de violence. 24 points, il était à déjà 5 points de plus qu'un Yeti Six, par exemple. Donc vous voyez que l'écart est immense, même si on va avoir un beau meilleur destructeur, il ne dépassera pas Poire Abricot, parce que Poire Abricot, l'année dernière, il avait tout défoncé. Les moins bons, Baba Yara, 3 pauvres points, malheureux points de facteurs de violence. Puis on a des Zaiko, des Delphonix et des Zergon, donc des elfes et les gnomes, 4 points seulement. C'est pas fameux, mais après, c'est pas des rosters qui sont faits pour la bâche. Encore que Zaiko, je m'attendais à bien mieux de sa part. Je pensais qu'au moins il allait faire des agressions avec les gnomes.
pas tant que ça non plus, non, il ne fait pas d'agression du tout. Et puis ces hommes arbres ne sortent pas les joueurs adverses. Donc forcément, il est pas bon du tout là-dessus. On finit par les stats globales publiques, gains et puis surtout points d'expérience parce que c'est ce qui est plus intéressant. Vous voyez qu'en termes de public, c'est étrange, mais l'année dernière, c'était bien mieux, c'était la meilleure saison. On n'est pas mauvais. On est au total à 1 260 000 supporters qui sont venus voir nos matchs. Alors c'est un total, hein, sachant qu'il y a moins d'équipes cette saison que l'année dernière, par exemple, ce qui fait 252 000 supporters par journée. Ce qui fait en fait, par équipe et par match, 4 500 supporters par équipe et par match sur le premier tiers de la saison, soit 22 500 au total supporters venus voir chacune des équipes sur les 5 premières journées. Vous voyez que l'année dernière, on était à bien mieux. 4 740 supporters par équipe et par match. Et même il y a 2 saisons, la saison à comparer encore une fois, on était un petit peu mieux, 4 567,85. Il y a 3 saisons, c'était les débuts de la nouvelle ère de Blood Bowl. On n'avait pas encore vraiment compris comment fonctionnait le fan factor, comment fonctionnait tout ça. On était seulement à 3 905 supporters par équipe et par match. Les coachs n'avaient pas pris de fan factor, ou pas beaucoup, cette saison. Puis ça y est, depuis lors, on a compris comment ça marchait. Il y a plus d'équipes avec du fan factor, donc plus de public en début de saison. Mais vous voyez, l'écart est immense entre il y a 3 saisons et les saisons d'après. Donc on est sur une saison moyennasse, hein, voilà, tout simplement moyennasse. On n'a pas pris non plus énormément de fan factor. L'année dernière, il y en avait beaucoup plus en début de saison en tout cas. Vous voyez, l'écart est quand même grand entre le nombre de publics de l'année dernière et cette saison. Les meilleurs, les plus populaires, les Elfes Sylvains, 6133. Oui, il y a eu quand même deux rosters sur le 3 Elfes Sylvains qui ont pris du fan factor en début de saison. Et notamment Baba Yara avec son équipe si étrangement composée qui avait pris 6 points de fan factor. On voit bien, ça lui a pas trop réussi, je l'avais dit dès le départ, mais tant pis pour lui, c'est comme ça. Pardonnez-moi, je tousse, je suis encore enrhumé et grippé, je sors d'une grippe. C'est catastrophique. J'étais grippé quasiment tout Noël. C'était horrible. Pardonnez-moi si je tousse de temps en temps. Derrière les Snotlings, 5800. Pas mal quand même pour les Snotlings. C'est un roster qui marche bien. Hein. Eux, pour le coup, ça marche très bien. Donc le fan factor augmente avec les victoires qui arrivent. Et les Amazones, pas mal aussi. 5600 supporters par équipe et par match en moyenne. Et les moins bons, les ennemis représentés à Gilles, 3300 seulement. Hein. Les bas-fonds et les slans, ça attire pas le monde. Les elfes noirs, comme chaque année, eux, ils démarrent doucement. Comme ils prennent jamais de fan factor, ils ont toujours un public très en berne. 3400 supporters en moyenne par équipe et par match seulement. Et puis les nécros, pareil. Comme les elfes noirs, ça ne prend pas du fan factor. Donc 3500 supporters par équipe et par match seulement. Le meilleur, Courchevel. 8200 supporters en moyenne par match. Bravo à Courchevel. Lui aussi, il est parti sur un roster tellement spécial, mais ça marche bien pour lui. Bravo Courchevel. Et il s'en sort très bien avec son roster fait à base de stars en réalité. 41 000 supporters au total. Derrière, on a Nico, Asmogui et Pagnol, 7400 supporters par match, ce qui fait 37 000 au total. Et puis, troisième place, Bob Bayara et Alchemy en Morkpork, pas mal aussi pour les vampires. 7200 supporters, soit 7200 par match, soit 36 000 au total. Elle est moins bon, ceux qui sont à 3000 supporters, donc plus du double en moins. Je ne sais pas si on me comprend. Par rapport à un Courchevel, par exemple, au meilleur. Hein. On a Monsieur Odin, Bodmilka, Zaiko et Delphonix, 3000 supporters par match, ce qui fait 15 000 au total. Sachant que l'année dernière, par exemple, un boss qui était au même niveau que Courchevel cette année, il avait fait aussi une moyenne de 8200 supporters par match. Et les moins bons l'année dernière, ils faisaient moins bien que les moins bons cette saison. On avait Manu, on avait Mike Brandt, on avait un PJ qui était à 2800 supporters par match. Là, les moins bons sont à 3000, donc c'est un petit peu meilleur que les moins bons l'année dernière. Au niveau des gains, forcément, on ne marque pas beaucoup de touchdowns et on a moins de public que l'année dernière et même qu'il y a 2 ans. Ça se suit, hein, la tendance se suit. On est à 56 071,43 pièces d'or d'engrangés par équipe et par match en moyenne, ce qui fait 280 357,1 pièces d'or
en moyenne au total par équipe. Vous voyez que l'année dernière, on était à plus de 58 000. Et même il y a 2 ans, on était à 57 910, soit presque 58 000. Ce n'est qu'il y a 3 ans que, encore une fois, avec le fan factor pourri, donc pas de public, on avait débuté, on était à 49 850 pièces d'or. Donc vous voyez, c'est une saison vraiment moyennasse, c'est une saison bien meilleure qu'il y a 3 ans, mais moins bonne qu'il y a 2 ans ou que l'année dernière. Surtout, il y a, encore une fois, la saison à comparer, c'est celle 2022-2023. On est quand même vraiment moins bon, même en termes de pièces d'or de gagnants. On était à 57 910 il y a 2 ans, on est à 56 071 cette saison par équipe et par match. Alors les meilleurs, c'est les elfes sylvains, 68 333 pièces d'or dans le grand jeu, pas mal pour les elfes sylvains. Ça leur permet quasiment de racheter un 3/4 par match, c'est pas mal quand même, ils en ont besoin. Hein. Les snotlings, alors eux, ils n'ont pas besoin de tout cet argent, 67 000 pièces d'or, énorme comme résultat, ils ont le temps de voir venir. Et puis les Skaven, bah, c'est le roster qui marque, donc c'est normal de gagner du... Eux, ils gagnent du pognon comme ça, en marquant 64 000 pièces d'or en moyenne par équipe et par match, c'est pas mal. Les moins bons, les nécros, 44 000 pièces d'or seulement par équipe et par match. Les elfes noirs, 47 000, hein, je l'ai déjà dit, les elfes noirs, c'est toujours la même chose. C'est difficile les débuts de saison. Eux, par contre, ne peuvent pas se racheter un 3/4 par match comme les elfes sylvains. Puis les unités représentées agiles, 48 500 pièces d'or par équipe par match. C'est dur pour eux aussi. C'est pas beaucoup, ça permet pas de racheter des 3/4 slan souvent. Hein. Un fracasse. Alors les meilleurs, bah Alaric, le meilleur marqueur, forcément, c'est celui qui fait le plus de pognon, 78 000 pièces d'or par équipe, par équipe forcément, par match, ce qui fait 390 000 au total. Sachant que le meilleur l'année dernière, c'était un Bosque, il avait fait beaucoup plus, il avait fait 405 000 pièces d'or. C'était une moyenne de 81 000 pièces d'or par match. Il était bien meilleur qu'Alaric. Courchevel, pas mal aussi, hein, 77 000 pièces d'or, soit 385 000 au total. Et puis Bucks et Nabolo, 73 000, bah forcément des coachs qui réussissent, des coachs qui marquent, qui sont devant, qui marquent des touchdowns, forcément ça rapporte des sous, 13 000 pièces d'or en moyenne par match, ça fait 365 000 au total. Et les moins bons, bah, vous voyez, Delphonix, il fait quasiment la moitié de ce que fait un Alaric, 40 000 pièces d'or. C'est le moins riche, c'est le mendiant, pour l'instant le mendiant du début de saison. 40 000 pièces d'or en moyenne par match, ce qui fait 200 000 pièces d'or au total seulement. Johnny Velociraptor aussi, 42 000 pièces d'or en moyenne, ça fait 210 000 au total. Et puis Manu et Galadjin, 43 000 pièces d'or en moyenne par match, ce qui fait 215 000. Hein. Ils sont vraiment dans un mouchoir de poche, mais tous ces coachs-là, ils font la moitié de ce que fait presque la moitié de ce que fait un Alaric. Sachant que l'année dernière, bah, pour comparer, Manu, bah, déjà lui, c'était le moins bon. Il avait fait 41 000 pièces d'or en moyenne par match. C'était le moins bon. Bah, il fait mieux que Delphonix cette saison. Donc Delphonix, vraiment, c'est la cata en termes de sous. J'espère juste qu'il ne perd pas beaucoup de joueurs parce qu'il va avoir du mal à les racheter. Enfin, finissons par la stat la plus importante, la plus intéressante. Je la laisse toujours pour la fin, l'expérience. On a, parce que c'est celle qui démontre la forme véritable des rosters et puis du championnat. On est à 3162 points d'expérience de glané au total, soit 632,4 en moyenne par journée. C'est pas mal, même si c'est moins bon qu'il y a 2 saisons, forcément, la saison à comparer encore une fois, mais c'est bien mieux que l'année dernière qui a 3 saisons. On est à 11,29 points d'expérience de glané par équipe et par match, ce qui fait une moyenne totale de 56,46 XP au total par équipe. Donc vous pouvez voir par rapport à cette stat-là si vous êtes à plus ou à moins. Est-ce que vous faites plus que la moyenne ou moins que la moyenne? L'année dernière, c'était 10,8 par équipe et par match, soit 54 points d'XP au total. Mais il y a 2 saisons, encore une fois, la saison où il y avait autant de minus et autant d'équipes qu'aujourd'hui, on était à 11,78. Vous voyez, l'écart est déjà énorme. C'était 58,982 XP au total par équipe. Vous voyez que l'écart est quand même grand, parce que ça reste des moyennes, donc l'écart est grand quand même. Donc, qui sont les meilleurs rosters? C'est les Skaven, hein, forcément, le roster qui marque le plus, 13,7 XP en moyenne par équipe et par match. Derrière, l'autre roster qui marche bien, les unions représentées polyvalents, 13,2 XP
par équipe et par match. Puis les nains et les snotlings, hein, encore des rosters soit qui sont bons à la bâche, soit qui performent juste de feu de Dieu. 12,6 XP en moyenne par équipe et par match, c'est pas mal, c'est des beaux scores. Les moins bons, bah, les hommes lézards, ceux qui marchent pas bien, les hommes lézards surtout, mais aussi les elfes noirs, hein, encore une fois, les elfes noirs, c'est vraiment un roster diesel en début de saison. 9,2 XP en moyenne par équipe et par match. Les ennemis représentés agiles aussi, hein, vraiment très dur pour les ennemis représentés agiles, donc les bas-fonds et surtout les slans, 9,6 XP par équipe et par match. Puis les Amazones, c'est pas non plus la saison des Amazones en ce moment, en tout cas en début de saison, 18,06 XP par équipe et par match, c'est pas fameux, alors même qu'il y a quand même des coachs bien expérimentés qui ont drafté le roster Amazon. Et ben les saisons se suivent et se ressemblent pas pour les Amazones tout simplement. Alors le meilleur, Alaric qui fait 89 XP, soit 17,8 en moyenne par match. C'est un très bon résultat. C'est un très bon résultat, même si on est loin des perfs des saisons précédentes. Alors, il fait mieux que Nick Apple propre de l'année dernière, qui pourtant cartonnait. Hein. Ils étaient à 85 XP au total. Mais on est loin d'un Zaiko il y a 2 saisons. Il était à 98 XP déjà à la même période de l'année. Il était à 2 points des 100, quand même petit saligo. Donc, Alaric est pas mal, mais il fait moins bien qu'un Zaiko. Il fait mieux qu'un Nick qui est le propre l'année dernière. Chouf, bravo à Chouf, 87 XP, ça c'est dû au fait qu'il est pour l'instant bachelor, hein. Ça fait 15,6 XP en moyenne par match, bravo à Chouf. Et puis Scriptum Kiss et Doug Grodznik, étrangement Doug Grodznik qui fait pas mal de sorties, 70 XP, mais vous voyez que l'écart est déjà immense entre les troisièmes Scriptum Kiss et Doug Grodznik et les deux premiers Chouf et Alaric qui vraiment se tirent la bourre. Ça fait 14 XP en moyenne par match pour Scriptum Kiss et Doug Grodznik, pas mal. Surtout le Doc, alors même que son équipe marchait pas, en tout cas n'était pas très performante en termes de résultats bruts, il s'en sortait pas mal en termes de XP Toto. On va voir si Riff Raff, depuis qu'il a repris l'équipe, s'il réussira à maintenir cette forme-là, en tout cas des XP. Et puis les moins bons, Fracasse. Alors que je vais remonter un petit peu pour que vous voyez mieux. Fracasse 35 XP, ça fait seulement 7 de moyenne. 7 de moyenne par match, c'est catastrophique. Un Zaiko, il est pas loin non plus, 37 XP seulement, ça fait 7,4. Et puis Manu aussi, Manu qui a vraiment du mal en début de saison, 38 XP. Donc vraiment, c'est les trois cancres du début de saison, 7,6 pour Manu. Sachant que l'année dernière, c'était pire. Aplo, l'année dernière, était à 32 XP seulement. 32 XP, je pense qu'on fera jamais pire que Aplo l'année dernière. Mais il s'en sort mieux cette année avec l'aide de Magus. Mais 32 XP l'année dernière pour Aplo, c'était vraiment catastrophique. Donc Fracasse il réussit à faire quand même mieux que Aplo. Bravo Fracasse. Au moins ça, même si t'es dernier, tu réussis quand même à faire mieux que Aplo l'année dernière. Bravo. Bon, voilà au niveau des stats générales. Regardons maintenant la forme et la méforme des rosters. On va regarder roster par roster pour voir ceux qui se sont vraiment mieux sortis et ceux pour qui c'était l'accident industriel total. Alors je transitionne de cadre de vidéo et en même temps je vous affiche le fameux tableau que j'ai un peu retravaillé, le fameux tableau de Courchevel qui montre la moyenne des points par roster, qui est très bien fait, mais il faut qu'il retravaille un petit peu, faut pas qu'il saisisse les scores trop vite, parce qu'il y a des petits malins qui font des ajustements une fois leur feuille de match apparue, et donc du coup le tableau de Courchevel, si vous regardez sur le site, en tout cas au moment où je l'avais saisi, il était pas bon parce que certaines stats n'étaient pas bonnes, notamment en termes de sortie. Par contre, la moyenne des points est forcément bonne. Donc on voit, là vous voyez tout de suite les grandes lignes, les grandes tendances qui apparaissent. Et puis ce deuxième tableau, alors je ne sais pas de quel côté je vais le mettre, où on voit les frises des différents rosters. On voit vraiment l'évolution des formes et des méformes des différents rosters. On voit quand même qu'il y a plusieurs rosters qui se dégagent, dont un qui dégomme tous sur son passage. Puis donc les unions représentées polyvalents évidemment. Puis les Snotlings, les deux seuls rosters qui sont à 2 points par match en moyenne.
extraordinaire. Et puis on voit surtout les 3 rosters qui sont à moins de 1 point. Les vampires, les elfes et surtout les hommes lézards pour qui c'est juste la saison est juste finie. Juste déjà à oublier, à jeter aux oubliettes. Mais on y revient en regardant roster par roster. Commençons par les super performants. Les super performants, forcément, y en a deux. Les unions représentés polyvalents, 2,6 points par match en moyenne, c'est juste extraordinaire. Je crois que de l'histoire des statisticiens, j'avais jamais vu ça. Pourtant, ces unions représentés polyvalents, c'est les humains, c'est l'Alliance du monde. On se doutait pas, moi-même, le premier, je me doutais pas qu'ils allaient aussi bien performer. Ils sont quand même à 89% de victoire. 89% de victoire. Juste extraordinaire comme résultat. Ils sont la meilleure attaque à égalité avec les Skaven, 1,6 touchdowns de marqués par match. Meilleure défense, donc meilleure attaque et meilleure défense, 0,4 touchdowns d'encaissés. Ils sont deuxième en termes de sortie publique. Troisième meilleur agresseur. Ils ont subi aucune agression. Troisième en facteur de violence, 2,7 points de facteur de violence en moyenne par équipe par match. Et puis le deuxième roster le plus expérimenté avec 13,2 XP en moyenne par équipe par match. C'est un quasi sans faute. Que voulez-vous que je dise? C'est encore une fois du jamais vu pour ces deux rosters-là. Encore une fois, des rosters qui n'est pas facile à jouer à la Lutèce. Même si aujourd'hui, cette saison, ils sont joués par des vétérans, c'est quand même extraordinaire comme résultat. Franchement, moi, je suis ravi parce que c'est des rosters que j'adore. C'est des rosters de gentils du vieux-monde. Les nains, les humains, les halflings, c'est des rosters de gentils. Et je suis tellement ravi de voir ça. Et en plus, c'est des rosters que j'adore jouer. Je suis vraiment le premier des heureux de voir ça. J'espère qu'ils iront très loin. Et ils le méritent. Donc, c'est vraiment incroyable. Alors, vraiment, la maîtrise, même si c'est des joueurs vétérans, la maîtrise dont ils font preuve, ces coachs-là, c'est juste incroyable. Pour rappel, l'année dernière, c'était les Skaven qui cartonnaient tout. Vraiment, ils étaient les premiers sur le premier tiers de la saison. Ils étaient 1,83 points par match. Là, les unis représentés polyvalents, ils sont à 2,6. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quasiment du carton plein. C'est quasiment du full victoire pour les unis représentés polyvalents. Je suis juste abasourdi par ces résultats. Donc, en un mot comme en mille, bravo. Moi, je dis continuez comme ça, les gars. J'espère que ça va continuer. Même si, on le sait déjà, le deuxième tiers de la saison est quand même plus compliqué. Mais j'espère vous voir en playoff, tout simplement. Voilà. Alors, l'autre roster qui surperforme, c'est évidemment le Snotling. 2 points par match, 61% de ratio de victoire. Extraordinaire les Snotling, vraiment une dinguerie ce qu'ils font. Ils sont playoffables, les deux équipes sont playoffables. Ils sont deuxième meilleure attaque, 1,5 points touchdown de marqué par équipe et par match. Deuxième meilleure attaque, deuxième meilleure défense, 0,8 touchdown d'encaissé. Bon, c'est le roster le plus blessé avec 4 sorties subies par match. Mais c'est pas grave pour eux, 4 sorties subies alors qu'ils sont à 20, à chaque fois ils sont à 20, donc c'est pas très grave. Meilleur agresseur avec une agression, alors c'est pas énorme, mais quand même, c'est le roster meilleur agresseur. Par contre, deuxième le plus agressé à égalité avec les unis représentés agiles, 0,3 agressions subies. Mais l'écart est grand déjà, ils font une agression par match en moyenne et subissent que 0,3 par match. C'est déjà un point positif. Et ils sont surtout meilleurs en facteur de violence. C'est le roster le plus violent. Si on prend toutes sorties réalisées, c'est le facteur le plus violent. Donc attention quand vous jouez les Snotlings, vous savez à quoi vous attendre. Vous allez vous prendre 3 sorties en moyenne par match. Deuxième en termes de public, 5800 supporters par match. Deuxième le plus riche, 67 000 pièces d'or. Alors même qu'ils n'en ont pas besoin. Et troisième le plus expérimenté à égalité avec les nains, alors même qu'ils n'en ont pas besoin, 2,6 XP en moyenne par match. Donc vous voyez que le roster Snotling défouraille tout en termes de stats. Vraiment, c'est la marée verte qui s'est emparée de la Lutèce. C'est la saison, on peut appeler ça la saison des Snotling, en tout cas en début de saison. Ils renversent tout sur leur passage. Franchement, là, ils sont inarrêtables. Alors, est-ce que c'est lié au fait que le roster a été drafté par des coachs maintenant qui sont des coachs vétérans. Alors Nicap le propre, n'en parlons pas, mais même Asmogi et Pagnol qui ont gagné beaucoup d'expérience, qui ont step up énormément à la Lutèce. Est-ce que c'est dû à ça?
On a un handicap et le propre qui chaque année essaye de tordre la réalité spatio-temporelle avec des résultats qui sont juste invraisemblables. Et puis on a un Osmugui et Pagnol qui juste font des merveilles, qui juste font de la magie. Et c'est quand même troisième, hein, on est déjà à la huitième journée, hein, je ne veux pas vous le cacher que je suis un petit peu en retard dans ma vidéo. Et ils sont troisième à la huitième journée, ils sont toujours troisième, playoffable. À mon avis, ils seront dans les playoffs. Donc franchement, ça fait peur pour la suite. Est-ce que les Snotling arriveront à gagner le championnat cette saison? Ce serait juste incroyable, mais je vois pas qui pourrait les arrêter. Et les ayant rencontrés, hein, en tout cas une des deux équipes Snotling, je vois pas, sincèrement, je vois pas qui, pour l'instant, je vois pas qui pourrait les arrêter. Et on commence à avoir beaucoup plus de tacles dans les équipes adverses et Châtaigne peut-être, mais là pour l'instant je vois pas. Et puis il y a un autre roster que je voulais mettre en avant, hein, si vous regardez le tableau. Les Minus quand même. Les Minus pas mal. Franchement, pour moi, ils surperforment. 1,5 points en moyenne par équipe et par match. Un ratio de victoire de 51%. Franchement, pour des rosters Minus, c'est incroyable, hein. Alors, c'est dû évidemment aux très belles perfs d'un Bud Milka et d'Ashram, naturellement. Ça reste le deuxième roster le plus blessé à égalité avec les Scaven, 3,35 sorties subies, et le deuxième roster le plus agressé avec 0,4 agressions subies par équipe et par match. Malgré cela, ça reste un très très bon début de saison. Il y en a quand même 3 rosters minus sur les 4 qui sont playoffables. Juste énorme, énorme comme résultat. Il y a les gnomes de Zaiko qui, malheureusement, c'est très dur pour eux. Ils sont à la traîne. Mais si on enlevait les gnomes des Minus, les Minus unis représentés sans les gnomes, la performance serait quasiment identique à celle des Snotling. Donc, en vrai, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que ça performe bien. Et franchement, jouez Minus à la Lutèce, les gars. Vous verrez, c'est trop facile. C'est super simple à jouer Minus en réalité. Les gnomes mis à part. Alors ça, c'était les équipes ou les rosters qui surperformaient. Regardons maintenant le haut du panier classique, ceux qui performent, mais on s'y attendait. En réalité, j'ai un seul roster à placer dans le haut du panier. On s'y attendait, les Norths. J'avais dit en début de saison que les Norths allaient performer, c'est le cas. 1,64 points en moyenne, donc mieux que les Minus, mais on s'y attendait. Un ratio de victoire de 56%, extraordinaire aussi. Ils sont troisième en sortie publique, 0,16 sortie publique. Bon, c'est anecdotique, mais on peut le noter. Ils sont surtout deuxième en termes d'agression, deuxième meilleur roster agression, 0,56 agressions réalisées par équipe et par match. Et deuxième en facteur de violence, 2,8 points par équipe et par match. Pas mal, ils sont juste derrière les Snotling, donc vraiment très bon début de saison pour un des rosters stars du championnat, hein. On se rappelle, il y a très longtemps, les Nordiques, c'était quand même le roster qui était le roster vraiment le plus performant à la Lutèce, hein, aux côtés de rosters comme Scaven. Là, avec le changement de roster, le changement de règles, ils nous déçoivent pas. Là, une fois qu'ils ont été draftés par des coachs expérimentés, hein, je pense bien sûr à Nabolo, Bucks, à Sebotono, ils confirment tout simplement ce qu'on s'attendait. Même des coachs un peu moins expérimentés comme Courchevel, comme Monsieur Odin, comme Yeti Six, malgré tout, ils performent plutôt bien. Ils avancent pas cachés, il n'y a pas beaucoup de stats à mettre en avant pour eux, mais sans jouer les têtes d'affiche, ils sont quand même sur le devant de la scène. Bon, on a évidemment la doublette Bucks et Nabolo qui sont premiers, qui sont invaincus, qui ont fait quasiment carton plein. Ils font office de porte-étendard flamboyant pour le roster North, mais les autres avancent à pas feutrer et on voit qu'ils sont quand même là. Donc, comme je l'ai dit en début de saison, attention aux North, ça va défourailler sur le reste de la saison et on retrouvera certainement 3 voire 4 rosters North en playoff. Ça, à mon sens, c'est évident. On va avoir les 3, c'est Nabolo, Bucks, Sebotono et Courchevel. C'est quasiment sûr qu'on les ait en playoff. Et peut-être un Yeti et Mister Odin qui se mêleront à la course. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, bravo, belle perf pour les North. Mais on s'y attendait.
Alors maintenant, ceux qui sont à leur place, il y en a beaucoup. Déjà, les morts-vivants. Les morts-vivants, on s'entendait un petit peu mieux, mais bon, voilà, ils sont là. Ils sont à 1,5 points en moyenne par équipe et par match. Un ratio de victoire de 54%, c'est pas mal. On pouvait s'attendre à mieux, surtout en termes de stats. Ils sont pas extraordinaires. Ils sont troisième défense à égalité avec les Elfes Noirs et les Nains du Chaos. 0,9 touchdowns encaissés par équipe et par match, c'est pas mal. Troisième en termes de sorties, 2,35 sorties par équipe et par match. On s'attendait à beaucoup mieux de leur part là-dessus. Troisième le plus résistant, 1,45 sorties subies par équipe et par match. Voilà, ils sont aucune agression subie, ils sont résistants, ils sont solides. On n'en attendait pas moins. On entendait peut-être un petit peu mieux. Ils sont à leur place. Ils ne brillent pas vraiment par les statistiques. En tout cas, pas suffisamment par rapport aux années précédentes. Alors, où chercher la faute? Est-ce la faute D, hein? Je lui demande, est-ce que c'est la faute D? Qu'en pense Buckler et Aouche là-dessus? Est-ce que c'est la faute D? Je ne sais pas. Probablement. Malgré tout, ils sont quand même cinquième meilleur roster du début de saison. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est du solide, c'est du sans plus. Voilà, c'est du solide sans plus. C'est moyennasse comme début de saison, tout simplement. On peut dire la même chose des unions représentées bagarreurs. 1,48 points en moyenne par équipe, un ratio de victoire de 50%. C'est pas génial, mais c'est pas non plus catastrophique. Troisième pire attaque quand même, à égalité avec les vampires, 0,92 touchdowns de marqués par équipe et par match. Les unions représentants bagarreurs, c'est qui? C'est tout simplement tous les chaotiques, hein, tous les Tortues Ninja qui sont mis au chaos. Hein, ils ont pris chacun un dieu, ils ont pris chacun un roster. Et à quoi se rajoutent les orques noirs de poire abricot. Début de saison, pas mal, même si, encore une fois, ils se distinguent par rien du tout en termes de statistiques. À part la troisième pire attaque, quand même. Ils ont quand même du mal à marquer. Bon, voilà, c'est un roster bagarreur. Ils sont pas là pour marquer, même si, orienté bash, on les voit pas parmi les meilleurs rosters bash. Donc, pareil, ça sort pas beaucoup, hein, ça sort pas assez. Et peut-être c'est là que le bas blesse. Peut-être que finalement, ça va commencer à se payer. Alors, il y a Olivier Dulac qui, après un début de saison catastrophique, a redressé la barre. Et de l'autre côté, il y a un Mabek Burger, par exemple, qui avait assez bien débuté et puis finalement qui a chuté, qui est tombé aux oubliettes. Ça reste en moyenne un roster solide. C'est un peu identique à ce que font les morts vivants. C'est pas fameux, mais c'est pas non plus catastrophique. On peut dire la même chose des Amazones. On attendait un peu mieux des Amazones. 1,46 points en moyenne par équipe et par match. Un ratio de victoire de 48%. C'est du solide sans plus. Elles ont subi aucune agression. Bravo pour les Amazones. Aucune agression subie. Même si elles sont troisième pire facteur de violence. On me disait souvent, ah, les Amazones, faut que tu les mettes en équipe de bâche parce que ça bâche beaucoup. Bah non, en vrai, non. Troisième pire facteur de violence, juste derrière les elfes. Vous n'allez pas me dire que c'est un roster qui est fait dans la bâche. 1,46 points de facteur de violence en moyenne par équipe par match. C'est guère fameux. C'est un peu mieux que les elfes, mais pas plus. Donc non, je ne peux pas les mettre parmi les équipes qui jouent la bâche. Troisième meilleur public, ça c'est à mettre en avant, 5600 supporters par équipe et par match en moyenne. Par contre, troisième roster le moins expérimenté, 10,06 points d'XP en moyenne par équipe et par match, c'est pas fameux. Hein. C'est vraiment des stats en berne. C'est un début de saison, on va dire, satisfaisant malgré tout pour les Amazones. Elles ont su limiter les dégâts, mais on les classe dans la masse des rosters de la première partie du tableau. Hein. Encore une fois, le tableau de Courchevel. On les classe en première partie de tableau, mais vraiment dans la moyenne, dans la masse, dans la globalité de la masse moyenne des rosters. Et pareil, les nains du chaos, 1,4 points en moyenne par équipe et par match, un ratio de victoire de 50%. Troisième meilleure défense, à égalité avec les morts-vivants et les elfes noirs, 0,9 touchdown d'encaissé. C'est pas mal, mais vraiment peu de stats à mettre sous la dent, à part leur solidité défensive, à ce à quoi on s'attendait. Mais je m'attendais peut-être plus à plus de bâches ou plus de touchdowns, parce que malgré tout, ça reste un roster qui, avec les Centaures Taureaux, qui a des facilités à marquer. Ils sont installés de manière timide et modeste, on va dire. Ils sont bien là, dans la première partie du classement des rosters. Et surtout, ils font un bien meilleur début de saison que leurs cousins Oni, les nains, les autres barbus. Ils sont bien meilleurs que les nains. Et ça, à la limite, s'il y a un point à mettre en avant pour les nains du chaos, c'est ça. C'est qu'ils sont bien meilleurs que les nains, tout simplement. En vérité, si on compare à l'année dernière, ils avaient démarré sur les chapeaux de roue. Les nains du chaos faisaient 1,8
points par match en moyenne. Là, ils sont à 1,4. Donc, vous voyez que même si par la suite, ils se sont vraiment effondrés, ils faisaient bien mieux en début de saison l'année dernière que cette saison. Donc, peut-être que cette année, ils démarrent plus doucement, mais plus sûrement, on verra. On verra. Les deux équipes nains du chaos, en tout cas, sont là, aux aguets. Ils sont dans la masse des équipes du Moyen-As, mais peut-être que ça va démarrer pour eux et ils ne vont pas s'effondrer comme les nains du chaos se sont effondrés l'année dernière. Alors les orques, on les retrouve toujours là, toujours dans la masse moyenne, 1,36 points par équipe et par match en moyenne, 46% de ratio de victoire. C'est guère fameux, ça reste le roster le plus résistant comme chaque année, même si ils sont au-delà des une sortie subie par match, 1,16 sorties par match et par équipe. C'est guère fameux non plus, hein. Normalement ils sont plus résistants que ça. On va dire début de saison comme à l'accoutumée. Ils peuvent faire mieux défensivement, ils peuvent faire mieux offensivement. Mais bon, l'année dernière, ils faisaient 1,33 points par match à la même période. On est vraiment sur une constance à toute épreuve. On est à 1,36. Donc c'est vraiment presque l'encéphalogramme plat pour les orques d'année en année. Ils ont un ratio touchdown marqué, touchdown encaissé parfaitement égal. 1,04 touchdown marqué et 1,04 touchdown encaissé par équipe et par match. C'est vraiment, ils sont vraiment. Si vous prenez un roster qui fait la moyenne cette année, c'est les orques. Ils sont moyens en tout. Voilà. C'est du classico-classique pour les orques. Un milieu de tableau vraiment standard. C'est un bon début de saison globalement, mais bon, ils sont là comme on les attendait. On les attendait dans la moyenne, avec quelques équipes au-dessus et quelques équipes en dessous. Vraiment, c'est la moyenne parfaite, c'est les orques. Hein. Comme chaque année quasiment. Et puis les elfes noirs, il y a beaucoup de choses à dire sur les elfes noirs. Ils démarrent pas mal, 1,3 points par équipe et par match. Un ratio de victoire de 39%. Bon, bah voilà, c'est du Moyen-As, c'est pas fameux, mais c'est du Moyen-As. Ils sont quand même troisième meilleure défense, à égalité avec les morts vivants, les nains du chaos, 0,9 touchdowns d'encaissés, pas mal en défense. Ils sont les troisième pire sorteurs, deuxième pire, avec une sortie seulement réalisée par équipe et par match en moyenne. Deuxième pire public, 3400, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le roster qui ne fait ni du public ni de l'argent au début de saison. Deuxième le moins riche, 47 000 pièces d'or engrangées en moyenne par équipe et par match. Deuxième pire facteur de violence à égalité avec le Elf à 1 point, donc parce qu'ils ne font pas de sortie publique ni d'agression. Ils font juste une sortie par équipe et par match en moyenne au dé. Et ils sont surtout le roster le moins expérimenté à égalité avec l'homme lézard, de 9,2 XP par match. C'est dommage parce que le elf, quand même, eux, ils ont les elfes noirs, eux, ils ont quand même besoin rapidement d'avoir des blitzers expérimentés. Bah, c'est pas top, c'est pas top en ce début de saison. Même si, encore une fois, en termes de points, ils sont mieux que les saisons passées. Ils étaient à moins de 1 point en moyenne par équipe et par match. Ils sont à 1,3, c'est pas mal. Et donc, même si les stats ne sont pas à leur avantage, ils montrent quand même un côté solide en défense qui fait plaisir à voir. Ils montrent quand même que c'est un roster qui sait jouer la défense, qui sait embêter les attaques adverses. Donc, en réalité, c'est plutôt un bon début de saison. Et quand on sait que c'est un roster diesel, avec un bon début de saison, peut-être qu'ils vont réussir à perfer. Mais encore une fois, attention à ne pas se laisser distancer en termes de points d'expérience. Là, ils sont vraiment à la traîne et ça peut coûter cher sur la suite de la compétition. Encore une fois, ils ont besoin que les Furies et que les Blitzers gagnent rapidement de l'XP pour être compétitifs. Là, c'est pas ça. Si le bas blesse pour les elfes noirs, c'est vraiment en termes d'expérience. C'est pas top. Et si il y a un défaut à trouver, ce serait celui-là. Ce serait l'XP engrangé. Donc voilà pour les rosters moyennas. Passons maintenant aux déceptions. La première déception, c'est les elfes sylvains. Moi, je m'entendais à bien mieux de la part des elfes sylvains. Ils ont été quand même draftés par des coachs expérimentés. 1,26 points en moyenne par équipe et par match, un ratio de victoire de 37%, c'est pas fameux. Alors ils sont certes la troisième meilleure attaque, 1,2 touchdown de marqué, mais je m'attendais à plus. 1,2 touchdown de marqué par équipe et par match pour des elfes sylvains, c'est guère fameux. Deuxième pire sorteur, bon ça c'est normal, 0,93 sorties par équipe et par match. Pire facteur de violence, 0,93, même moyenne parce qu'ils font pas d'agression, pas de sortie publique. Ils sont meilleur public, 6133. Bon, ça je l'ai dit, ça c'est du fait qu'ils ont pris pas mal de fan factors en début de saison.
même si ça a diminué depuis, hein, soyons honnêtes. Et ils sont les plus riches, ils marquent quand même des touchdowns et ils ont un gros fan factor. 68 333 pièces d'or en moyenne d'engranger, comme je le disais. Ils sont presque à 1 3 quarts Elf Sylvain de racheter par match. C'est pas mal. Ça leur laisse le temps de voir venir, hein, si jamais ils perdent des joueurs. Mais en réalité, au niveau des stats, c'est une déception. Pour moi, c'est une déception. La moyenne de points par match n'est pas fameuse. Et surtout, les touchdowns marqués, c'est pas fameux. 1,2 touchdowns en moyenne par équipe et par match, c'est guère fameux, hein. Rappelez-vous Aiko, il y a 2 saisons, il était à des stats bien au-delà de ce que font les Elfes suivants cette saison. Ça veut dire qu'ils gagnent leur match quand même, mais ils les gagnent avec des très petits scores. Et peu, voire pas du tout de sortie. Donc ils peuvent vraiment mieux faire. Bon, là, l'assise financière est là, comme je disais. Ils peuvent voir et voir l'avenir de manière sereine. Ils peuvent renouveler leur effectif en cas de besoin. Et surtout racheter des danseurs de guerre, hein, parce que notamment Bob Bayara qui n'en avait pas. Ouais, il faut quand même des danseurs de guerre, hein, parce que c'est le roster à FC20, s'il y a un joueur sur lequel il faut compter, c'est le danseur de guerre. Et surtout, il ne faut pas le perdre. Donc, on verra pour la suite de la compétition. Pour l'instant, le début de saison, c'est une petite déception pour moi, les Elfes Sylvains. Je m'attendais à bien mieux. Les Scaven, pareil, petite déception. Encore une fois, c'était le roster qui fait le mieux l'année dernière avec 1,83 points en moyenne pris par équipe et par match. On est à 1,25. Vous voyez que la moyenne est drastiquement basse par rapport à l'année dernière. Un ratio de victoire de 36% seulement. Alors, ils sont certes la première attaque avec les unités représentées polyvalents, 1,6 touchdown de marqué par équipe et par match, c'est pas mal. Mais ils sont le deuxième le plus blessé à égalité avec les Minus, 3,35 sorties subies. Et ça, c'est une stat horrible pour eux. Le plus agressé, 0,45 agressions subies. Bon, ils sont troisième le plus riche, 64 000 pièces d'or d'engrangé. Ça laisse le temps de voir venir et de racheter des joueurs qui perdent beaucoup, hein, quand même. Ils perdent beaucoup de joueurs. Et ils sont le roster le plus expérimenté. Bah, forcément, ils font pas mal de touchdowns. Donc 13,7 XP en moyenne par équipe et par match. C'est pas mal. Mais en réalité, le début de saison est raté. Surtout la fin du premier tiers était horrible, avec notamment une 5e journée. Ils font une victoire et 3 défaites sur les 4 équipes engagées. Catastrophique cette 5e journée. L'année dernière, à la même époque, je disais, ils étaient à 1,83 points en moyenne par équipe et par match. Ils sont à 1,25. Donc c'est catastrophique. Ils ont de bonnes stats, hein. Même si par le passé, ils avaient fait mieux. Meilleur marqueur, roster le plus expérimenté, c'est pas mal. Mais honnêtement, ces stats-là, elles sont pas extraordinaires. Quand on compare aux saisons précédentes, ils faisaient plus d'XP, ils faisaient une meilleure attaque. En réalité, la catastrophe n'était pas loin. Elle n'était pas loin. Ils font toujours partie des rosters les plus performants en termes de statistiques, mais en termes de points, ça se voit pas. Donc, si ils marquent beaucoup de touchdowns, mais qu'ils ne font pas beaucoup de points, ça veut dire qu'ils en prennent autant, voire plus. Donc ça veut bien dire que, le début de saison en tout cas est raté. Donc la question c'est de savoir s'ils vont réussir à se rattraper. Certains probablement, je pense à un Alaric par exemple, et d'autres certainement pas. Je pense à un DJ qui, ça y est, il est au fond, après un début de saison très dur, il est là au fond du trou. C'est dur aussi pour Bozo, pour Dr SLM. Donc vraiment, la saison risque d'être pas belle pour les Scaven. Ça va pas être une saison où on va avoir plein d'équipes Scaven qualifiées en playoff. Hein. Certainement pas comme l'année dernière en tout cas. Les nains aussi, début de saison raté, 1,2 points en moyenne, et un ratio de victoire de 44%, c'est compliqué, c'est très dur, c'est pas beaucoup pour les nains, c'est un roster d'habitude qui s'en sort bien mieux en début de saison. Ils sont deuxième en termes de sorties, 2,4 sorties en moyenne par équipe, c'est pas mal et par match. Deuxième plus solide, 1,2 sorties subies seulement par équipe et par match, c'est pas mal. Premier en sortie publique, 0,3 sorties publiques par équipe et par match. Troisième en facteur de violence, à égalité avec le polyvalent, 2,7 facteurs de violence par équipe et par match. Troisième le plus expérimenté, à égalité avec les Snotling, 12,6 XP par équipe et par match. Vous voyez que les stats sont belles. Les stats sont belles, ils sont dans le haut du tableau en termes de sortie et en termes d'XP. Et pour autant, ils font seulement 1,2 points par équipe et par match. Donc,
il y a quelque chose qui ne va pas. Ils déçoivent, le démarrage est très en douceur. D'habitude, comme je disais, les nains, on les connaissait plus fringants sur le début de saison. Et en plus, ils sont derrière les nains du chaos, encore une fois. Ils sont loin derrière les nains du chaos. Donc ça, c'est vraiment une honte. C'est inconvenant pour des nains. On va dire que c'est une ignominie, tout simplement. C'est catastrophique d'être moins bon que les nains du chaos en début de saison. Donc franchement, là, il y a quelque chose à faire pour les nains. Ils doivent se rattraper parce que c'est pas possible d'avoir des stats plutôt très convenables, voire très très convenables, et faire aussi peu de points. C'est pas bon. Donc le début de saison est vraiment raté pour eux. Et c'est la même chose pour les nécromantiques, même si eux, ils font le même nombre de points par match, la même moyenne que les nains, 1,2 points par match. Donc ratio de victoire 42% aussi. Ils sont les meilleurs sorteurs. Ok, 2,6 sorties par équipe et par match. Bravo. Et pour autant, ils font seulement 1,2 points par match. Donc là, il y a aussi quelque chose qui ne va pas chez les nécros. Alors, ils ont des stats pas bons. Par ailleurs, à part les sorties, ils ont des stats pas bons. Aucune aggro de fait. Ça, c'est pas normal parce que les nécros, normalement, avec les zombies, ça agresse quand même pas mal. Deuxième pire public, 3500 supporters par équipe et par match. Et roster le moins riche, 44 000 pièces d'or engrangées seulement par équipe. Bah, eux, ils peuvent se racheter à peine un zombie par match. C'est pas fameux. Chaque année, les nécros, on le sait, c'est un démarrage en douceur. C'est vraiment le roster diesel par excellence. Alors, ils font des merveilles en termes de sortie. Alors, c'est dû aussi par le fait qu'ils ont rencontré deux équipes Minus. Donc, ça a aidé pas mal. Des ogres. Donc, c'est Bud Milka qui s'est pris deux équipes nécro. Ils ont fait plein de sorties sur les ogres de Bud. Mais en vrai, moi, je m'attendais à mieux de la part de ce roster. Je rappelle, c'est le roster 2 fois vainqueur et une fois finaliste de la Lutèce sur les 3 dernières saisons. 2 fois vainqueur et une fois finaliste. Les 3 dernières saisons, on a eu 3 fois le roster Nécro en finale. J'ai bien peur que cette année, ça va être bien plus compliqué. Surtout que là, Akhtar, il est au fond du trou. Alors, il y a Galadin qui s'en sort plus ou moins convenablement. Mais ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué. Alors peut-être que Galadin sera en playoff. Et encore, on verra. Akhtar, c'est déjà trop tard. À moins qu'il nous fasse une chevauchée fantastique comme l'année dernière. Sinon, ça va. Mais je pense que là, c'est trop tard. Sincèrement, je pense que là, c'est trop tard. Vu ses perfs sur le deuxième tiers de la saison. Enfin, je finis là par les déceptions, par les unis représentants agiles. Là, je m'entendais à bien mieux, notamment de la part d'un Hoon et Funny Valentine. 1,1 point seulement d'engrangé par équipe et par match. C'est dû aussi à la sous-performance horrible de Fracas. Un ratio de victoire de 31%. Les stats sont catastrophiques. Pire marqueur, 0,7 points, touchdown de marqué par équipe et par match. Deuxième pire défense, 1,6 touchdown d'encaissé par équipe et par match. Ils sont deuxième passeur, mais bon, c'est anecdotique, 0,9 passes réussies par match. Ils sont les meilleurs déviateurs, 2 déviations réussies, Fracas, bravo à toi, au moins ça. Troisième plus agressé à égalité avec les Snots, 0,3 agressions subies. Pire public, 3300 supporters seulement. Et troisième moins riche, 48 500 pièces d'or par équipe et par match. Donc vraiment, au niveau économique, ça ne va pas du tout. Et surtout, deuxième, le moins expérimenté, 9,6 XP par équipe et par match. C'est catastrophique pour ces rosters-là, surtout les LAN qui ont besoin d'XP. C'est vraiment dur. Vraiment, c'est pas bon. Alors, c'est très paradoxal parce que statistiquement, ça va pas du tout. Mais en réalité, quand on regarde ces stats, ils sont dans le dur sur quasiment tous les tableaux. Encore une fois, en termes de sorties subies, en termes de touchdowns marqués, encaissés, d'XP, ils sont dans le dur sur tous les tableaux. Donc, c'est vraiment pas glorieux. Mais, il y a un mais, quand même, c'est qu'ils font mieux que l'année dernière. Et 2 fois mieux même que l'année dernière. L'année dernière, les unis représentés agiles, c'était 0,6 points par équipe et par match. Ils sont à 1,1. Bon, c'est dû au fait que cette année, on a quand même les bas-fonds qui sont dedans, qui sont comptés parmi les unis représentés agiles. L'année dernière aussi, ils y étaient. Mais l'année dernière, c'était 86 qui ne savaient probablement pas les jouer. Cette année, c'est Hoon et Funny Valentine qui s'en sortent de manière plutôt correcte avec ce roster, même si c'est pas fameux non plus, parce que ça reste un roster qui est fort à la Lutèce. Mais ils font, du coup, les Unions représentants agiles font quand même mieux que ce qu'ils faisaient l'année dernière. Alors cette année, on a les Slans qui ont remplacé l'Union Elfique.
c'est vraiment pas terrible, mais c'est mieux que l'année dernière, quoi. Tout simplement, tout simplement. Voilà, c'est bien mieux, même s'ils vont pas faire des étincelles, ils vont pas faire des miracles cette année encore à la Lutèce. Enfin, parlons des trois rosters au fond du trou. Au fond du trou, déjà les vampires. Les vampires, moi je m'entendais à bien mieux. Alors, ils démontrent peut-être que c'est un roster vraiment tournoi et pas ligue, en tout cas pas la Lutèce. 0,92 points d'engrangés en moyenne par équipe et par match. On est vraiment là parmi les rosters qui ont fait moins de 1 point par match. C'est catastrophique. Hein. En Ligue 1, c'est vraiment une des moyennes de clubs qui jouent la descente. Hein. Heureusement, il n'y a pas de descente à la Lutèce. 32% de ratio de victoire, c'est guère fameux pour un roster normalement très solide, en tout cas en tournoi, qui joue toujours les premiers violons au tournoi. En Ligue, c'est plus dur. Troisième pire attaque, à égalité avec les bagarreurs, 0,92 touchdown de marqué. Et surtout, troisième pire défense, 1,44 touchdown d'encaissé. Donc vous voyez l'écart, 0,92 touchdown de marqué, 1,44 d'encaissé. Les vampires, c'est vraiment, vraiment pas fameux. Deuxième en termes de passes, il fait une passe en moyenne par équipe et par match, génial, super. Ah, super, on fait des passes, les vampires, bravo. Ils font une interception, c'est les seuls qui font une interception. Martenier et Luix, si vous passez par là, bravo à vous. Et surtout, en vampire, troisième le plus blessé. Troisième roster le plus blessé, 2,28 sorties subies par équipe et par match en moyenne. Bah, c'est vraiment, vraiment pas fameux. Hein. Les stats sont vraiment en berne. Donc moi, je me demande où est ce roster surpuissant. En plus, cette année, il est coaché exclusivement par des coachs vétérans lutétiens. Elle est où? Elle est où? C'est la Némésis infernale, la machine qui casse tout en tournoi. Elle est où? Je sais pas. Elle est pas là. En ligue, ça fait vraiment moins les malins. C'est vraiment très faiblard. Vraiment, il joue les sacs Apex. Hein, il joue vraiment les sacs Apex. En ligue, j'ai vraiment l'impression que le démarrage avec le roster vampire, c'est très compliqué. Bah, il n'y a pas de compétences. L'ajout de positionnel ne sert pas à grand chose, à vrai dire, en début de saison. C'est surtout l'absence de bloc, hein, de la compétence bloc qui se fait sentir en tournoi. Ils ont tous au moins 2-3 blocs, les vampires. Là, il n'y a pas. Et est-ce qu'ils vont toujours s'offrir autant sur la suite de la compétition? Je ne pense pas, parce que maintenant, ils commencent à avoir de l'expérience. Et ça y est, les compétences apparaissent. Donc peut-être que, en réalité, on assiste à la naissance, à la Lutèce en tout cas, à un nouveau roster diesel, à l'instar de la noblesse et des nécromantiques. On a un roster qui démarre doucement et qui, au fur et à mesure qu'il gagne des compétences, et surtout les compétences blocage naturellement, et esquive là où il faut sur les positionnels qu'il faut, ils vont peut-être enfin engranger des points, mais pour l'instant, en tout cas en début de saison, c'est vraiment catastrophique. Encore une fois, ça fait partie des 3 rosters, les vampires font partie des 3 rosters à moins de 1 point en moyenne par équipe et par match. Les OELF aussi, c'est catastrophique. Alors, certes, il y a SSB qui a depuis réussi à redresser la barre, mais c'est très dur en moyenne pour eux. 0,7 points en moyenne par équipe et par match, un ratio de victoire de 26%, c'est catastrophique. Les stats sont vraiment en berne. Deuxième pire attaque, 0,8 touchdowns de marqué, alors que les OELF, normalement, ça sait marquer des touchdowns. Surtout, deuxième pire défense, à égalité avec les Agiles, 1,6 touchdowns encaissés. Donc là, ils encaissent 2 fois plus de touchdowns qu'ils en marquent, tout simplement. Voilà, la stat est là. Meilleur passeur, certes, mais c'est pas fameux. 1,9 passes, c'est moins bien en moyenne par match, c'est moins bien que les saisons précédentes. Pire sorteur aussi, ils sortent pas du tout. 0,9 sorties réalisées. C'est le seul roster qui a moins de une sortie réalisée. Non, il y avait les Elfes Sylvains aussi. En tout cas, les deux, il fait partie des 2 rosters qui font moins de une sortie par match en moyenne. Moins de une sortie par match en moyenne, c'est juste catastrophique. Deuxième pire en termes de facteur de violence. À égalité avec des elfes noirs, un point de facteur de violence seulement. C'est-à-dire qu'ils font quelques agressions peut-être, par-ci par-là. Rendez-vous compte qu'à la même période, l'année dernière, les Elves tournaient à une moyenne de 1,5 points par équipe et par match. 1,5. Là, ils sont à 0,7. Donc, c'est 2 fois moins bon. Vous voyez le trou immense dans lequel ils sont tombés. C'est vraiment de la déchéance. C'est une déception pour moi. C'est un roster vraiment stable à l'UTS. Mais bon, les saisons se suivent et se ressemblent pas. Donc on a un SSB en début de saison qui était à la peine et un Hexargon qui faisait vraiment le zéro total. Maintenant il y a SSB
qui remonte un peu la pente, mais Edzergon qui a toujours autant de mal. Donc voilà, ça joue la passe, ok, super, mais pas tant que ça en vrai, ça joue même pas tant que ça la passe par rapport aux saisons précédentes. Donc vraiment, une saison à oublier, en tout cas un début de saison à oublier pour les Elf. On verra si, à tout le moins, SSB réussira à les qualifier quand même en playoff. Il est bien parti. Après un début de saison catastrophique, il est bien parti pour. C'est peut-être un des rares qui va réussir à se détacher du fond du classement. Mais sinon, pour le reste, en tout cas en moyenne, le début de saison est vraiment terne pour les Elfs. Puis on finit par l'accident industriel, le homme lézard, mais là, j'en peux plus. Le homme lézard, je sais pas ce qui se passe. Manu et Nico, vraiment, c'est les sous-doués. L'équipe de Manu porte bien son nom, les sous-doués, quoi. 0,5 points par équipe et par match. 14% de ratio de victoire. C'est-à-dire qu'ils font moins bien que le pire roster de l'histoire des stats que j'ai enregistré, c'est-à-dire l'année dernière, les Unions représentatives agiles qui étaient à 0,6 points par équipe et par match. Les hommes lézards font pire encore. 0,5 points par équipe et par match. C'est juste catastrophique. Ils sont pire attaque, 0,7 points. 0,7 touchdowns de marqué. Et pire défense, 1,8 touchdowns d'encaissé. 0,7, 1,8. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est presque un touchdown de marqué pour 3 encaissés, presque. Évidemment, c'est le roster qui fait le moins d'XP à égalité avec les Elfes Noirs, 9,2 XP en moyenne par équipe et par match. Aucune agression subie, ça c'est étrange, c'est vraiment le paranormal dans les stats. Alors, je le sais, tout le monde le sait, les débuts de saison sont compliqués pour les hommes lézards à la Lutèce, tant que les comps ne sont pas encore là, sur les Saurus. Mais là vraiment, les deux coachs, ils font dans le scabreux. Ils font dans... Comment dire ? C'est du porno masochiste, sincèrement. C'est du glauque, c'est du sale. J'ai même pas envie de dire le nom des films parce que tellement c'est sale. Toutes les statistiques sont catastrophiques. Hein. C'est ahurissant, c'est la décrépitude totale. On est dans le désespoir le plus total. On est dans la zone industrielle de Dunkerque, là, pour les hommes lézards. L'hiver, quand il pleut en plus. C'est ça. Les hommes lézards, cette année, c'est ça. C'est la zone indus de Dunkerque, la nuit, une nuit d'hiver quand il pleut. Voilà. C'est le début de saison des hommes lézards, je ne peux pas le qualifier autrement. Encore une fois, c'est le pire démarrage d'une saison à la Lutèce depuis que je fais les stats pour un roster. Manu et Nico font pire que les Unions représentatives agiles l'année dernière. Donc là, franchement, les gars, réveillez-vous, c'est pas possible. C'est un roster, normalement, qui... Bon, ok, les débuts de saison sont plus ou moins difficiles, mais qui se réveille par la suite. Là, il n'y a rien, il n'y a que dalle. L'encéphalogramme, il est plat, il n'y a plus rien, quoi. Pour moi, ils vont finir les pires rosters de l'histoire des rosters de la Lutèce. Donc, je vous demande, hein, honnêtement, Manu et Nico, est-ce que vous voulez continuer à passer pour une serpillière à foutre de la Lutèce, ou est-ce que vous allez vous réveiller ? Ça va, on va essorer la serpillière et c'est bon. On efface tout et on joue maintenant parce que ça suffit, quoi. Ça suffit. Un peu de décence. Respectez-vous, les gars. Respectez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Respectez ce magnifique roster. Je veux pas que les Saurus et les Skinks finissent en sac à main pour ces dames. Même si c'est Noël, hein. Enfin, je raconte n'importe quoi. Bref, j'en arrête là pour les stats et on passe à la dernière partie de cette vidéo. On est déjà presque à 2 heures de vidéo. Ça va faire une vidéo hyper longue, même si je veux faire des coupes. C'est pas grave, ça va faire une vidéo magnifique. Et on n'en a pas fini avec les vidéos. Et oui les gars, parce que je vais parler de quoi ? Du meilleur chasseur. Je vais parler du meilleur chasseur. Et c'est la folie furieuse de ce qui se passe à la Lutèce cette saison. Le prix du meilleur chasseur, ça ressemble de plus en plus à la compétition la plus acharnée de notre ligue. J'en suis naturellement le premier avis, mais en même temps, ça me fait peur. Et ça me fait peur car la course au plus gros casseur de joueurs adverses, ça démontre qu'une seule chose à la Lutèce. Hein. Ça démontre l'appétence naturelle des Lutétiens pour la violence, la castagne, l'agression dans sa forme la plus abjecte, la plus pure, on va dire. Je comprends. Tout ce que vous voulez quand vous jouez les matchs de la Lutèce, c'est assouvir vos appétits les plus salaces, les plus sordides, les plus abjects. On sait tous. Je suis passé par là aussi, même si j'ai guéri depuis. C'est beau ce que vous faites, messieurs. Tout simplement, c'est beau ce que vous faites. Car oui, ce qui se passe cette année, c'est juste beau. La saison passée, déjà, on battait tous les records en termes de violence pure. Et bien là, on fait encore mieux, les gars. On fait encore mieux, c'est dingue. Ouais.
c'est possible. À la Lutèce, c'est possible. Tout est possible à la Lutèce. Rendez-vous compte, les gars, on est 4 coachs de moins cette saison que l'année dernière et on fait mieux en termes de violence de castagne pure. Les dégâts totaux sont meilleurs. Les gars, c'est juste la dinguerie. Rendez-vous compte, cette année, on a éliminé sur les 5 premières journées 4 785 000 points de joueurs adverses. 4 785 000. C'est juste dingue. L'année dernière, on était à 4 670 000. Alors qu'on est, au total, hein, alors qu'on était 4 joueurs de plus. Et il y a 2 ans, alors qu'il y avait le même nombre de joueurs, le même nombre de minus, on était seulement à 4 035 000. Ça veut dire, je vais faire l'allemande, oui, ça veut dire que en 2 saisons, on a fait 700 000 points de joueurs en plus. Et cette année, alors même qu'on est moins, on est 4 joueurs en moins, et ben on fait 100 000 de points de plus. Un peu, même plus que 100 000 de points de plus au total que l'année dernière. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Alors, sur les 5 premières journées, il y a 40 compétiteurs pour l'instant sur les 56 coachs. 40 fous furieux. Ouais. Il y a encore 16 coachs 16 coachs quand même qui n'ont pas participé à la compétition. Mais je gage qu'à un moment ou à un autre, ça va arriver. Ok, dans les 16, j'y suis. Même si depuis, je me suis réveillé. Mais il y a quand même 16 vertueux paladins, voilà, les appeler comme ça, qui jouent plus la balle et qui jouent moins la castagne, tout simplement. Qui ne veulent pas assouvir leurs appétits bestiaux. C'est pas grave, je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, leurs vils instincts vont se réveiller, c'est évident. Alors, je vais faire la transition pour vous montrer les beaux tableaux faits par Scarabée, évidemment. Alors, c'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire, c'est ce que nous fait Chouf. 555 000 points de joueurs adverses d'éliminer déjà. Extraordinaire. C'est juste dingue ce qu'il fait. Hein. C'est juste dingue. Et vous voyez l'écart. Le deuxième, c'est Yeti. Il a 340 000. L'écart a déjà plus de 200 000 points. Et les troisièmes, Alchemy et Morpork, 270 000. Pas mal aussi, même s'ils sont très loin de Chouf. Chouf, vraiment, il défouraille tout. C'est juste dingo, les gars, ce que fait Chouf. C'est juste incroyable. Franchement, on est parti sur un record mondial. Rendez-vous compte, l'année dernière, Immuserg, à la même période de l'année, était à 430 000. 430 000. La Chouf, il a à 120 000 de points de plus déjà. Sur 5 premières journées. Sur 5 journées, il est déjà à 120 000 points de plus. Et pareil, Immuserg, l'année dernière, il a gagné le prix du meilleur chasseur. Il avait fait le record absolu, 800 000 points. Chouf, là, il est déjà à seulement 250, même pas 245 000 points d'un Immuserg. Franchement, il va, à mon sens, le micro, à mon sens, il va exploser les stats, il va exploser les compteurs. Bon, après, il peut subir un arrêt total, mais je ne le pense pas, surtout qu'il joue mort-vivant. Je pense que ça va continuer. Les morts vont pleuvoir et il va dégommer les compteurs, il va tout défourailler. Immuserg, ton titre, à mon sens, il est déjà perdu, je pense. Hein, enfin, le titre du tout meilleur de l'histoire de la vitesse. Je pense que Chouf, cette année, il va tout dégommer. Et je pense, évidemment, on voit déjà que c'est lui qui sera meilleur chasseur. Sauf miracle, sauf inversion d'épaule, distorsion de la réalité. Et je pense que Chouf est parti pour gagner. Alors, surtout que Chouf, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il se concentre vraiment à éliminer, à cibler, comme un sniper. Il cible les positionnels adverses. C'est ça qui est beau. Et rappelez-vous, première journée, il dégomme les 2 guerrières Jaguar de le Liquid Squeeze. Bim, direct, bam, 220 000 points, quoi. Bam, 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 les 2 guerrières Jaguar, les 2 joueuses 4 de force, bim, morte. Et derrière, il se dit, que cela ne tienne, je vais me choper le chariot à pompe Snotling de Nick Appel-Propre, par exemple, ou la goule expérimentée de Mamet. Rendez-vous compte, le joueur le moins cher que Chouf a dégommé, c'est ici le Saurus de Manu, 85 000 points. C'est le joueur le moins cher. Tout le reste était au-delà. Donc rendez-vous compte, vraiment le sniper, quoi. On va l'appeler Chouf le sniper. Il dégomme les positionnels, les gros positionnels, ceux qui coûtent cher, les gros positionnels adverses. Alors qu'un Yeti Six, par exemple, lui, il fait plus dans le travail de gros.
Lui, il prend tout ce qui passe, hein. Peu importe le prix des joueurs. Lui, un Snotling, un Gobelin, un trois quarts, lui, il prend tout. Peu importe. Voilà, le travail à la chaîne. Alors, il fait pas plus de joueurs, en vérité, il fait pas plus de joueurs qu'un chouf, mais lui, il prend tout. Il fait pas dans la dentelle, il fait pas dans la finesse, dans la poésie. Lui, il prend tout ce qui passe. C'est le travail de gros. Et bah, ça lui réussit pas mal. 340 000 points quand même, avec notamment un beau blitzer ici, un beau blitzer de Unifony Valentine. Donc bravo à lui. Et puis on a Alchemy, Ankh-Morpork. Alors je suis étonné pour des vampires. Ils cartonnent aussi. Eux, ils aiment bien aussi faire de belles victimes. On a un coureur nain du Muserk, par exemple, ici. Et puis surtout la Valkyrie de Bucks et Nabolo. Bravo pour la Valkyrie. Presque 100 000 points. C'est magnifique, hein. On a aussi après des trois quarts, que ce soit le Peg, un zombie ou Courchevel. Mais la Valkyrie était magnifique. Et puis attention à la meute, à l'affût, hein. On a quand même un Azmogi Espagnol, pareil, pour des Snotling, bravo, 250 000 points. Et puis Doug Grodznik et maintenant Riffraff, 205 000 points de proie. Et enfin, à la 6e place, Scripting Kiss. Donc tous ces coachs-là ont dépassé les 200 000 points. Scripting Kiss aussi. Surtout, notamment, 200 000 points, notamment grâce à un guerrier du chaos de Scarabée. Bravo pour cette belle proie qui fait partie des plus belles proies de la Lutèce d'ailleurs. Alors parlons maintenant des victimes, c'est juste incroyable. Incroyable, c'est le Liquid Squeeze. Ils ont perdu déjà en 5 journées 500 000 pièces de joueurs. La moitié d'une équipe déjà de perdus, d'éliminés. 500 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste incroyable. Sachez que l'année dernière, la plus grosse victime sur toute la saison, c'était Bud Milka. Il avait perdu 665 000 pièces de joueurs. Là, le Liquid Squeeze, ils sont à 500 000 en 5 journées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur le premier tiers, Bud Milka pleurait déjà. Il avait perdu 225 000. 225 000 et il pleurait déjà. Il y avait les larmes comme ça qui coulaient. Là, les mecs, ils font 2 fois plus. Je ne sais pas si on se rend compte. Ils ont quand même perdu 3 guerrières jaguars en 5 matchs. 3 guerrières jaguars. Ils en ont perdu 2 la première journée face à Chouf. Et ils en ont racheté une et ils l'ont perdu tout de suite. C'est juste dingo. C'est évidemment les affreux Buckler et Yaouch qui l'avaient éliminé, 5e journée. Hein. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça fait mal. Et surtout, c'est ça qui est beau pour le Liquid Squeeze, c'est qu'ils s'en sortent pas si mal en championnat malgré ça. Malgré le fait qu'ils aient perdu la moitié de leur équipe de débarrage, ils s'en sortent pas si mal. Ils sont 7 ou 8 points, je sais plus, mais ils sont pas au fond du trou non plus. Hein. Ils jouent encore les places playoffables. En tout cas, ils se mêlent à la course au playoff. C'est ça qui est dingue. Et vous voyez l'écart avec les autres. Un Alaric, 230 000 points, ce qui est déjà énorme. Hein. C'est plus que Bud Milk l'année dernière. Hein. Fracas, 230 000. Un Scarabée, 220 000. Pour un guerrier du chaos, ça fait mal. Et Fracas, 230 000. Rappelez-vous de Fracas. Fracas qui perd son blitzer Slan, tour 0 du premier match. C'est-à-dire que le mec, il n'a même pas commencé le championnat, il était déjà mort. Sur un blitz adverse. Bim, mort direct. C'est juste dingo. Quant à Alaric, il perd 2 blitzers en 5 matchs. Aussi, 2 blitzers Scaven. Et pour autant, il s'en sort pas si mal. Lui, il est toujours playoffable. Alors même qu'il a subi des gros dégâts. 2 blitzers Scaven, ça fait mal quand même sur un début de saison. Bon, avec toute la dune qu'il gagne, il a réussi à se les racheter. Mais bon, c'est des blitzers qui perfent pas, et donc qui progressent pas, et donc qui n'ont pas les compétences dont il aura besoin plus tard. Donc est-ce que ça va pas lui porter préjudice, la perte de ces 2 blitzers en début de championnat? Je pense que si quand même. Je pense que ça lui fera très très mal. Alors au total, sur les victimes, même si les plus grosses victimes, c'est bien sûr le Liquid Squeeze, au total, il y a 43 victimes. 43 victimes, ça veut dire qu'il reste 13 rocks insubmersibles, 13 coachs qui n'ont pas perdu le moindre joueur, en tout cas à la chasse aux joueurs adverses. Bon, on verra combien il restera à la fin. Je ne pense pas qu'il en reste 13. Hein. À mon avis, ça va tomber très vite, très bas, ce score, ce total. Alors, les plus belles proies maintenant. Les plus belles proies. Alors, la plus belle proie pour l'instant, c'est ce guerrier de Nurgle d'Olivier, perdu tour 1 aussi, face évidemment au petit salopio de Nicap le propre. 115 000 points, bravo. Première agression de la saison, tour 1, est directement mort. Ça ne pouvait être que qui ont fait ça. Ça a foutu en l'air le début de saison d'Olivier Dulac. Il s'est rattrapé depuis, bien évidemment, en grand champion qu'il est. Mais ce décès tour 1 de son guerrier du chaos, Nurgle, ça lui a fait très mal en début de saison. Chapeau Nicap le propre. PJ aussi.
PJ, il est à égalité avec Olivier Dulac. Sans troll non entraîné, mort aussi sous les coups de boutoir de Manu. S'il y a une chose que Manu a réussi au moins, c'est ça, c'est tuer un troll. C'est la seule chose qu'il peut mettre en avant sur son début de saison catastrophique. S'il ne sait pas marquer, s'il ne sait pas défendre, au moins il s'est cogné dur sur les adversaires. La Fontaine, le troll, il porte bien son nom. Et ben voilà. La Fontaine, je ne boirai de plus tonneau. Hein. Le troll, malheureusement, je ne boirai de plus tonneau. Il est mort. Et ça rapporte 115 000 points à Manu. Magnifique. Nous avons aussi le joueur compé le plus cher, ce magnifique bloqueur Big 1 avec blocage de Johnny Velociraptor. 110 000 points. Sa mort a rapporté 110 000 points à Pedro et la Reine. Comme quoi, les mecs, ils vivent un début de saison magnifique. Non seulement ils perfent en championnat, mais en plus, ils se permettent d'emporter le 3e plus beau trophée de chasse de ce début de saison. Troisième place pour Pedro et la Reine, avec ce magnifique guerrier orc, Big 1, donc 4 de force, avec blocage en plus. Magnifique. Et derrière, forcément, je le montre comme ça, mais les 3 bloqueuses guerrières jaguar de le Liquid Squeeze. Hein. 3 guerrières jaguar mortes en 5 journées. Que rajouter de plus? Que rajouter de plus? C'est horrible. C'est juste horrible. 330 000 points à L3. C'est juste catastrophique. Donc, il y en a 2 chassés par Chouf et une par Buckler et Yaouch. On finit par le Blitzer Slan, donc j'en ai parlé de Fracasse, 110 000 points, mort, tour 0. C'est la plus belle mort, je pense, de l'histoire de la Lutèce. Le seul Blitzer qu'il avait acheté, mort direct. Même pas commencé à jouer, il est mort direct. Il avait même pas commencé sa carrière, le gars. Il s'appelait Le Grand, il portait bien son nom. Hein. Juste Le Grand. Eh bien, il est juste mort, tout simplement. Même pas rentré sur la pelouse. À peine rentré sur la pelouse, bim, direct, il prend un blitz de Scaven, de Bozo, et direct à l'hôpital. Décès constaté après 0 minute de jeu sur le terrain. Et puis enfin, finissant quand même, parce que c'est beau quand même, un chariot à pompe mort. Alors expliquez-moi comment on peut tuer un chariot à pompe, ça j'aimerais bien le savoir. Alors il faudra que ce soit encore une fois Chouf qui nous l'explique, comment il a réussi à tuer un chariot à pompe. Je ne sais pas comment on tue une machine. Est-ce qu'il a tué tous les snotlings qui étaient dessus? Je ne sais pas, il a démembré la machine, il a tué l'âme de la machine. Il a poignardé le moteur avec un couteau à aspiration d'âme. Et je raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, 105 000 points de plus dans la besace de Chouf. On comprend mieux maintenant pourquoi il est le meilleur chasseur, tout simplement. Parce qu'il réussit même à tuer des machines. C'est ça qui est fou. Attention, les nains, si vous prenez un roule-mort face à Chouf, attention, hein, parce qu'il sait comment tuer les machines. Faites gaffe quand même à vos roule-morts. Donc voilà, saison magnifique, en tout cas début de saison magnifique. Vous voyez, après, grâce à Scarabée, vous voyez sur le tableau, ça ne fait que s'améliorer. 6e journée, on défouraille tous les scores. 1 340 000 joueurs d'éliminés. Ça a diminué un petit peu après, mais c'est normal. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est vers la fin du premier tiers qu'on vire les joueurs gravement blessés, on les vire, on les sort des effectifs et du coup ça augmente le total de joueurs éliminés. Après ça diminue un petit peu, ça va remonter, vous inquiétez pas, ça va remonter. En tout cas les scores sont faramineux et Chouf, que dire de Chouf si ce n'est que probablement la figurine que je m'apprête à peindre avec mes magnifiques doigts et mes magnifiques pinceaux pour le meilleur chasseur, ira à Chouf. Sauf l'extraordinaire, ça devrait aller à Chouf. Alors l'année dernière, c'était évidemment Lord Borak. Comment ai-je pu l'oublier? Lord Borak qui a remporté Imuzerg. Cette année, ce sera une autre figurine. Évidemment, je veux pas, même si Lord Borak reviendra, mais je ne veux pas faire chaque année la même figue. Ce sera une autre figue. Vous aurez la surprise de le découvrir prochainement quand j'aurai fini de le peindre. Mais d'abord, on finit les vidéos. J'en termine là pour aujourd'hui. Ça suffit, plus de 2 heures de vidéo, ça suffit, hein, c'est bon. J'en termine là. La prochaine vidéo, elle arrivera très vite, je vous le promets. C'est les vacances, j'ai le temps.
La grippe est finie, c'est bon, je me suis remis, même si je tousse encore un peu. La prochaine vidéo, évidemment, ça va être une vidéo où on va analyser les stats individuelles, coach par coach, et on va voir si ils ont performé, surperformé ou sous-performé par rapport aux prévisions, par rapport aux tiers où je les avais classés. Et autant de vous dire tout de suite, les petits malins qui me disent « Ouais, Duda, il raconte n'importe quoi », mon algo, elle a été parfaite. Quasiment parfaite. Quasiment parfaite. Et là où elle s'est trompée, elle ne s'est pas trompée. C'est juste que vous avez fait exprès de perdre ou de trop gagner juste pour me foutre en l'air mes stats. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que moi, je ne me trompe jamais. C'est parfois la réalité qui ne comprend pas les choses comme elles devraient l'être, tout simplement. Bon, bref, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très vite. Donc, sur les stats individuelles sur le premier tiers. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao tout le monde. Salut.